Bonjour, bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de votre présence ici aujourd'hui pour un sujet qui est un peu technique, mais je pense que ça fait partie également du monde économique de Saint-Martin et des questions que se posent les professionnels sur l'île. L'accessibilité, c'est un très, très, très grand mot. D'aucuns à Saint-Martin ont découvert ce mot il y a quelques années seulement. Et puis d'aucuns le découvrent que maintenant, puisque nous en parlons. Nous avons tenu à la CCISM donc d'initier une conférence débat sur ce thème, tout simplement parce que beaucoup de professionnels ont reçu des documents, ont reçu des courriers de relance et beaucoup par rapport au paiement de sommes à honorer au titre d'une mise en norme ou mise en conformité au niveau national. Et deuxièmement, nous avons également tenu à mettre en place cette conférence de façon à expliquer aux professionnels les tenants et aboutissants de la réglementation locale. Il était pour nous important de faire cette conférence puisque beaucoup de professionnels ont des questions auxquelles ils aimeraient des réponses et assez rapidement. À la date d'aujourd'hui, il n'existe pas encore de site défini où toutes les réponses, où on peut trouver toutes les réponses, qu'ils appellent une foire aux questions. Il n'existe pas de site défini. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'avoir une discussion avec le public et en même temps collecter des informations de façon à pouvoir abonder un site. Nous allons donner le maximum de réponses possibles. Donc, je vous remercie de votre présence. Je remercie OTV qui nous suit juste à côté, puisque l'objectif également, c'est de pouvoir toucher le maximum de personnes en même temps. Et la meilleure solution, c'était bien sûr de filmer et de passer cette conférence en live et qui sera reproduite au fur et à mesure des semaines. Donc, j'ai un super panel aujourd'hui de personnes présentes. J'ai Maître Sandrine Jaboulé, qui est conseillère technique à la CCISM. J'ai également, qui est accompagnée de Maître... Alors, dans le cadre de la convention que la CCISM a avec le barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à chaque fois que nous organisons des conférences débats, nous avons la chance d'avoir des avocats qui se joignent à nous autant pour nous apporter une expertise que aussi pour poser des questions également. Donc là, nous avons Elisabeth Calonne qui est arrivée de Guadeloupe pour venir nous apporter son expertise, ou en tout cas peut-être ses questions également. Et puis, Madame la Présidente, nous avons ici la responsable du service accessibilité à la territoriale à la collectivité. Elle est ingénieure. Elle va vous décliner son titre parce qu'il est très long et j'arrive pas à retenir. Et nous avons l'architecte Jeanne Salomé ici présente qui vont nous apporter des éclaircissements sur la situation de l'accessibilité à Saint-Martin. Donc, je vais laisser Sandrine animer ce débat. Et bien sûr, je ne sais pas si je me suis présentée, pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Je suis Angèle Dormoy, la présidente de la CCI, Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Donc, c'est une chambre qui regroupe les 3 chambres en une, chambre de métier, chambre d'agriculture et chambre de commerce. Voilà. Alors... Ce sujet nous a intéressés dès l'an dernier. On a eu peut-être du mal à organiser cette conférence débat, tout simplement parce que c'est difficile d'arriver à réunir tous les acteurs en même temps. Et puis là, on a dû se délocaliser parce qu'on a eu d'autres problèmes techniques à surmonter. De nouveau irmatisé. Voilà, irmatisé. Alors, l'an dernier, effectivement, ce sujet est devenu très important parce que un certain nombre d'entreprises ont reçu des lettres d'organismes, et Sabrina tient à ce mot organisme de Guadeloupe, qui, sous menace de sanctions, ont menacé les entreprises en fait d'une sanction pénale si on n'était pas aux normes d'accessibilité des locaux. À ce niveau-là, j'ai donc contacté la collectivité d'outre-mer au nom de la CCISM. Et là, on s'est aperçu qu'on avait une compétence locale et qu'à aucun titre, et Sabrina va revenir sur ce sujet-là, à aucun titre, nous ne pouvons être démarchés
par des entreprises extérieures au territoire, s'agissant de toute la législation sur l'accessibilité. Nous sommes bien d'accord sur ce sujet-là? Tout à fait, nous sommes bien d'accord. Voilà. Donc, en fait, on a déjà eu l'occasion d'en parler. On ne dépend pas de l'ADAP. On ne dépend... Non. Voilà. Alors, rapidement, pour que les choses soient un petit peu ordonnées, j'aimerais faire un petit peu le tour de la table, que chaque personne se présente, et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je laisse Sabrina et ensuite Jeanne. Bonjour à tous. Donc, je suis Sabrina, Madame Placido Sabrina, directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à la collectivité de Saint-Martin. Donc, l'accessibilité n'est pas effectivement, est une compétence de la collectivité, mais qui doit être prise en compte dans le cadre de l'instruction des dossiers des autorisations d'urbanisme. Mais ce n'est pas une matière directement liée à l'urbanisme, mais au code de la construction et de l'habitation, dont la collectivité est aussi compétente. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, la collectivité n'a pas directement un service dédié à l'accessibilité, mais c'est en cours. Voilà. Donc, aujourd'hui, effectivement, je représente la collectivité parce que c'est ma direction qui est directement amenée à prendre en compte cette problématique. Bonjour à tous. Jeanne Salomé, architecte urbaniste à Saint-Martin. On est régulièrement confronté à la problématique de l'accessibilité dans nos projets, pas seulement pour les établissements recevant du public, mais aussi pour tous les bâtiments d'habitation. C'est une réglementation nationale qu'on suit aujourd'hui, à défaut d'une réglementation locale propre à Saint-Martin, même si Saint-Martin s'est déjà doté d'un code de l'urbanisme. On n'a pas encore de règles spécifiques concernant l'accessibilité. Par contre, effectivement, dans tous les nouveaux projets ou les modifications d'établissements recevant du public, dans ce qu'on appelle les ERP, on soumet des projets d'accessibilité à la collectivité. S'ensuit souvent des discussions et des débats. On en parlera certainement tout à l'heure parce qu'on rencontre souvent des difficultés à respecter la totalité des réglementations applicables, que ce soit en matière de construction, de solidité, de parasismique, paracyclonique et aussi d'accessibilité, en plus de la sécurité incendie et j'en passe. Donc du coup, ça demande souvent beaucoup de concertation. Merci. Maître Calonne. Oui, Elisabeth Calonne, donc je suis avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin-Saint-Barthélemy, depuis un certain nombre d'années. J'ai eu l'occasion de découvrir les notions d'accessibilité en accompagnant la CCI de Guadeloupe lorsqu'il s'est agi de faire l'information générale auprès des entreprises pour l'ADAP, donc l'adaptabilité qui était obligatoire à mettre en route avant le septembre 2015. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée à ce sujet. Voilà. Alors, pour ouvrir le débat, pour ouvrir les questions, Sabrina, est-ce qu'il serait possible de définir ce que c'est que l'accessibilité déjà ? Alors, pour avoir une définition simple de l'accessibilité, c'est l'adéquation entre l'aptitude physique ou mentale d'une personne et son environnement. Alors, par environnement, on entend cadre de vie, donc la ville, par exemple, le logement, les transports et bien entendu, les établissements recevant le public. Voilà, c'est le moyen, c'est le lien entre les deux. Et c'est une obligation pour moi, l'accessibilité, comme je disais, c'est une obligation de résultat. C'est un droit pour tous. Donc maintenant, toutes les constructions doivent tenir compte de ces éléments. Effectivement, toutes les constructions doivent tenir compte de ces éléments. Il faut savoir que les personnes en situation de handicap se sont battues pendant des années pour pouvoir avoir ce droit. Et il revient notamment donc, aux collectivités territoriales de justement de pouvoir s'assurer que les bâtiments publics, comme pour les privés, soit accessible. Alors, comme Madame Salomé le disait précédemment, alors la collectivité étant compétente en matière de construction et de l'habitation, donc ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que le Code de la construction et de l'habitation national s'est figé en avril 2012 à Saint-Martin. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir que la réglementation en matière d'accessibilité a été beaucoup plus stricte antérieurement à 2012 qu'après, puisque en fait un certain nombre d'éléments ont fait que l'État a décidé de mettre en place ce qu'on appelle l'agenda d'accessibilité programmée. Mais ça s'est passé, donc la réglementation a changé en 2014, donc ce qui s'appliquait plus
à Saint-Martin, puisque le code de la construction et de l'habitation s'est figé. Alors, il revenait à la collectivité de soit faire comme en matière d'urbanisme, avoir élaboré son propre code de la construction et de l'habitation, ou soit garder celui qui s'est figé en 2012 et de faire ce qu'on appelle des délibérations. C'est ce qu'on a fait en matière pour les détecteurs de fumée, par exemple, qui ne s'appliquaient pas au moment où ça a été mis en vigueur au niveau national. Ça ne s'appliquait pas, mais on savait très bien l'importance que ça a dans les habitations. Donc, la collectivité a pris une délibération. Et c'est aussi ce qu'on va faire en matière d'accessibilité. Pourquoi? Puisqu'au niveau national, c'est vrai que on doit pouvoir s'inspirer de ce qui se fait au niveau national. Mais je pense qu'au niveau de Saint-Martin, on peut adoucir, puisque la configuration de l'île n'est pas la même qu'au niveau national. Mais attention, nous allons penser à adoucir les normes, mais tout en gardant en tête qu'il faut que ces bâtiments restent accessibles. Voilà, parce que c'est le but. Donc, à l'heure actuelle, les normes en vigueur à Saint-Martin sont celles qu'il était au niveau national jusqu'en 2012. Voilà. Donc, l'agenda d'accessibilité programmé n'est pas encore en vigueur à la collectivité. Ce qui veut dire qu'à ce jour, tous les bâtiments à Saint-Martin devaient être accessibles depuis le 1er janvier 2015. Voilà. Donc, c'est vraiment un sujet important pour nous. Je sais que c'est peut-être contraignant pour les exploitants de RP, les gestionnaires de RP, d'établissements recevant le public, mais c'est vraiment un sujet qui est connu de très peu de personnes, à part les personnes qui sont directement concernées. Il faut savoir que ça ne concerne pas seulement les personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi toute personne à mobilité réduite, parce que chacun d'entre nous, on peut se retrouver un jour avec une jambe cassée ou avec une grossesse. Bon, c'est pas une... voilà. Mais voilà, on peut être concerné par l'accessibilité. Pardon ? Les livreurs. Oui, les livreurs, puisque toute personne ayant une charge supplémentaire retrouve sa mobilité réduite. Voilà. Tout simplement la population vieillissante aussi. Oui. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on me définisse. Je suis un peu candide dans... Je suis un peu candide dans cette affaire d'accessibilité. J'ai dû avoir affaire à Madame Placidou il y a quelques années par rapport à on a tous les deux découvert ensemble les difficultés de mise en œuvre des dossiers. Et donc je suis un peu candide encore sur la mise en œuvre de l'accessibilité sur Saint-Martin. Donc les questions que je vais vous poser, et que moi je pense que beaucoup de personnes se posent ces questions, c'est qu'est-ce qu'on entend, et je joue la candidate, qu'est-ce qu'on entend par personne en situation de handicap, par exemple? Alors, on va partir de le début pour qu'on amène vraiment... Alors, très simplement, donc, les personnes en situation de handicap, il faut savoir que le handicap, il y a 4 types d'handicap. Donc, il y a la déficience visuelle, la déficience auditive, la déficience motrice et puis la déficience psychique et mentale. Donc, ça veut dire que l'accessibilité, justement, le bâtiment doit s'adapter à tous ces types d'handicap. Parce que souvent, on entend parler de personnes... Alors, péjorativement parlant, c'est vrai que bon, on dit parfois le plus souvent personnes handicapées, mais il faut savoir que c'est pas seulement les personnes qui se retrouvent avec leur mobilité motrice réduite, mais il y a des personnes avec une déficience visuelle qui peut être réduite. Moi, je prends mon exemple. J'ai une fille, j'ai un enfant qui a l'œil gauche qui ne fonctionne pas, elle ne voit pas très bien de l'œil gauche. Voilà, donc elle est considérée comme une personne en situation de handicap puisqu'elle a une déficience visuelle. Mais très souvent, on ne prend pas en compte son handicap puisque pour certains, c'est qu'au niveau, au niveau de la motricité, enfin, c'est plutôt la motricité qui est connue de tous. Voilà. Donc, le handicap par handicap, il faut pouvoir regrouper l'ensemble de ces déficiences. Alors, souvent, moi, je prends mon exemple. Je suis une personne qui peut se trouver en situation de handicap par la taille, parce que j'ai une taille qui est très en dessous de la moyenne. Et donc, je peux me retrouver en difficulté quand il y a des comptoirs, quand il y a des marches trop hautes, des décalées. En fait, je peux également me trouver en situation de difficulté par la vision, parce que là, j'ai un début de cataracte, donc je vois mal, je vois flou, je retrouve le handicap, je porte des lunettes.
Donc j'ai presbytie, myopie, j'ai un problème pour pouvoir m'orienter. Il y a également le fait qu'au niveau psychique, mental, ce n'est pas le cas. Mais si, par exemple, j'avais eu une difficulté passagère au niveau, par exemple, d'un AVC, où j'ai du mal à comprendre pour pouvoir m'orienter. Donc, il faut prendre en considération le fait que la situation handicap, c'est la manière de prendre non pas quelqu'un qui est handicapé, c'est-à-dire qui a des difficultés réelles, physiques, visibles, mais c'est quelqu'un qui est dans une situation telle qu'elle ne peut ni circuler facilement, ni comprendre facilement ce qui se passe, ni voir facilement ce qui se passe, ni entendre ce qui se passe, et ni parler facilement. C'est vraiment l'ensemble des 5 sens qui sont concernés par le handicap. Et c'est pour ça qu'en matière de droit, ce texte qui part de 2005 et qui est en fait beaucoup plus loin parce que ça repose sur une loi européenne de 2001, le texte qui s'appuie sur l'accessibilité en France s'appelle l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que toute personne doit, à égalité avec quelqu'un qui n'a pas ces difficultés, pouvoir avoir accès à un lieu qui est destiné à le recevoir. C'est pour ça que ce sont des dispositions qui s'adressent aussi bien dans le cadre d'établissements recevant le public, c'est-à-dire des magasins, des hôtels, des institutions, d'autres établissements publics, que le logement lui-même. Et toute personne, par exemple, qui construit en vue de louer, doit être dans l'État, il doit permettre à la personne qui va avoir accès au logement d'avoir également un accès normal. Donc on parle également d'habitation. Et on parle donc également d'habitation. Donc, encore dans le jeu des questions, nous avons défini le handicap. Par rapport à cela, quelles sont les règles en matière d'urbanisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande à une entreprise? Moi, je pose des questions par rapport aux professionnels pour l'instant. Tout à l'heure, on va parler de la partie particulière, puisque je saisis bien que c'est également les logements de particuliers, mais par rapport à l'aménagement, donc il y a les constructions existantes, et ensuite il y a les constructions à venir. Oui. Donc, voilà, donc là, j'aimerais bien que Jeanne réponde à cette question, puisque là, on va poser Le premier principe, c'est de permettre l'accessibilité à tous. Qu'une personne ait une mobilité réduite ou non, elle doit pouvoir accéder au local en question. Donc, en général, on parle d'abord des établissements recevant le public, parce que ce sont les premiers directement concernés pour ne pas stigmatiser une situation. En l'occurrence, dans le cadre de projets d'aménagement, que ce soit aménagement extérieur, donc aménagement du territoire, ou l'aménagement d'un bâtiment, on tient compte des réglementations concernant l'accessibilité, que ce soit au niveau de la largeur des cheminements, aux pentes des cheminements extérieurs dans un parking par exemple, mais aussi aux dimensions des marches d'escalier, nombre de marches, hauteur des garde-corps. On parle de contraste des marches, première et dernière marche, pour annoncer le changement d'un palier à un autre ou à une volée d'escalier. On va regarder aussi tout ce qui est hauteur des équipements. Donc le bouton de sonnette, quand on rentre dans un bâtiment, si ce sont des portes vitrées, elles doivent être signalées. Parce qu'on va mettre des stickers à une certaine hauteur. Donc c'est tout un listing de règles et de préconisations qui sont à suivre, à respecter, voire parfois améliorer quand on peut le faire, pour rendre l'accès plus facile à tous. Et par rapport au visuel, on a parlé de l'handicap visuel, ça serait comment on aménagerait? Il y a plusieurs moyens en fait. C'est qu'il y a le problème visuel où la personne n'est pas aveugle, donc elle n'est pas complètement non-voyante ou elle est voyante. Donc on a tout un tas de systèmes pododactyles par exemple. Je parlais du contraste des marches. Quelqu'un qui est malvoyant va percevoir ce contraste. Sinon, c'est tactile et c'est pareil pour les boutons. Mais il y a aussi, alors dans le visuel, il y a les effets sonores. Alors je donne un exemple tout bête, quelqu'un qui n'est pas dans un cadre de situation de handicap, qui se retrouve, c'est quelque chose à laquelle j'ai assisté, il était donc 8h du matin, nous étions à Orange, boulevard de Welbourg, et la personne s'est mise sur un mur derrière, mais en réalité, elle était dans le prolongement de l'ouverture, de la fermeture de la porte d'entrée coulissante. Et donc, elle n'a pas entendu la porte s'ouvrir. Et son pied était coincé
Ça veut dire qu'en fait, ce phénomène que l'on retrouve quand on a des enfants, mais se peut se retrouver juste avec une personne âgée qui ne sait pas où se situer dans un local qui peut être... Excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un qui fait... Non. Et donc, du coup, le principe, c'est que la personne doit pouvoir avoir une confiance et une sécurité acquise dans la manière de circuler. Et cette sécurité, elle peut être remise en cause dès lors qu'il y a tout qui peut la gêner ou entraver son déplacement ou sa manière d'appréhender ou d'utiliser l'espace. Pour les toilettes, par exemple, on a le principe... alors, une personne qui est en situation de handicap, ce sont les personnes qui sont les femmes enceintes. Les toilettes, quand vos toilettes sont étroites, la personne, elle peut être gênée par le volume. Elle doit rentrer. Vous imaginez, hein, elle rentre. Elle doit ouvrir la lumière. Elle doit fermer la porte. Elle doit se retourner. Elle doit s'asseoir. Vous voyez, donc il lui faut un espace. Sinon, elle se retrouve coincée. Elle ne peut pas. C'est ça la situation de handicap. Donc vous la transportez à quelqu'un qui est plus âgé, qui a un problème de bras, qui a un problème d'œil, qui a un problème de main, d'appréhension, de la poignée, ouvrir la porte, fermer le loquet. Voilà, c'est ça la situation de handicap. Donc l'accessibilité, c'est pas quelque chose forcément pour quelqu'un qui est dans un handicap lourd. C'est vraiment comment je peux appréhender l'espace, comment je peux être en situation d'être à l'aise et d'avoir une sécurité pour faire ce que je dois faire dans cet espace. C'est pour ça que c'est aussi valable pour l'habitation. Et c'est pour ça que c'est valable. Et c'est pour ça qu'on peut tous, à un moment, être handicapés. On se casse une jambe, on a un problème de mobilité. Donc, c'est aussi pour cela qu'on doit faire attention à l'accessibilité dans tous les projets, finalement. Donc, par exemple, j'ai bien lu tous les rapports et tous les documents, toutes les normes. La largeur de la porte doit être minimum de 90. Passage toléré à 80. Passage toléré à... Dans le privé, pas dans le public. D'accord, dans le public, on reste à 90. Ensuite, il y a des... Moi, j'aime bien donner des exemples concrets. On avait fait le jeu lors d'une émission radio avec Sabrina. C'est j'ouvre un restaurant. Que dois-je faire? Quels sont mon restaurant? Je l'ai rêvé, je l'ai trouvé à Marigot, rue du Général de Gaulle et rue du Général de Gaulle. Il y a une marge parce que on est en zone inondable. Donc, qu'est-ce que je fais? Quels sont mes droits, voilà, moi je rentre dans le vif du sujet puisque ce sont des questions que les chefs d'entreprise, les commerçants me posent cette question. Voilà, moi j'ai ficelé mon budget prévisionnel, je sais tout ce que je dois acheter, je vais faire un restaurant, donc j'ai tout mon équipement, je dois faire ma cuisine aux normes, mes toilettes aux normes, et voilà, et maintenant je me rends compte... Est-ce que le local est accessible? Avant même que l'aménagement intérieur soit fait, est-ce que le local est accessible? C'est la première des choses. Est-ce que le trottoir permet l'accès à une personne à mobilité réduite? Non, puisque je suis en zone inondable et mon propriétaire, bien sûr, il a surélevé un peu pour que le bâtiment ne soit pas inondé. Donc, j'ai 2 marches. Mais voilà. Comme expliqué, excusez-moi, si je me permets, le trottoir déjà n'est pas accessible à l'entrée du magasin, du commerce. Avant même de rentrer dans le commerce, est-ce que le trottoir déjà est accessible? Voilà, donc là maintenant, on va parler de la... Oui, je voudrais me présenter, veuillez m'excuser. Voilà. Puisque là, le trottoir, c'est la responsabilité de la collectivité. Et effectivement, c'est vrai que parler d'accessibilité pour l'instant au niveau de la collectivité, il faut l'admettre, nous avons des efforts à faire. Puisque nous savons très bien, j'irai voir un commerçant, je lui dirai que je parle bien d'un bâtiment existant. Hein, puisque pour les bâtiments, les nouvelles constructions, les dossiers sont étudiés, il n'y a pas de souci. Mais pour un bâtiment existant, on va voir un commerçant, on lui dit que voilà, votre commerce n'est pas accessible. Mais quand je regarde le trottoir, déjà, comment cette personne accède au trottoir. Donc voilà, c'est un travail commun qu'il y a à faire. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici avec la CCISM, puisque nous sommes conscients que c'est un ensemble, c'est un tout. Nous ne pouvons pas parler uniquement des établissements recevant le public, mais la collectivité a aussi sa responsabilité en matière d'accessibilité. Voilà. Donc on a des progrès à faire. Oui, mais si tu permets sur cette question, on y reviendra, mais je préfère rappeler
tout de même que ça ne dispense pas de faire les efforts nécessaires, même si tout doit se faire en concertation. La non-réalisation d'une partie de l'un des protagonistes n'exclut pas la responsabilité, parce qu'on va en parler, de l'autre. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui, justement dans les cas où on a des difficultés à aménager le bâtiment lui-même, il y a des palliatifs au niveau de matériel, il existe des matériels qui permettent de faciliter l'accès. Je pense simplement à la rampe. Enfin, il y a d'autres. Il y a un coût. Donc on verra pour le coup. Mais pour l'instant, je veux dire, ça ne dispense pas de dire moi je fais pas parce que de toute façon l'autre n'a pas fait. Voilà. La responsabilité n'est pas exonérée. Alors nous sommes. Alors. Voilà. Non, mais je voulais juste compléter parce que bon, Irma ne vient pas tout excuser, mais voilà. Mais suite au passage de l'ouragan Irma, ce que nous avons fait, c'est pour pouvoir permettre la réparation de ces établissements existants qui n'ont pas forcément été impactés de l'intérieur, parce que les travaux intérieurs sont soumis à autorisation de travaux, donc conformément au code de la construction de l'habitation. Mais on a eu souvent des cas où il y avait des bâtiments qui étaient touchés qu'au niveau de la toiture. Alors, ce qu'on a fait, c'est que pour pouvoir justement amorcer la question de l'accessibilité, nous avons demandé, donc il y avait des déclarations préalables au titre du Code de l'urbanisme de Saint-Martin, mais les autorisations de travaux, pas pour verbaliser ou sanctionner, c'est juste pour nous permettre d'avoir un état des lieux justement, et que ce gestionnaire d'établissement, enfin ce responsable d'établissement puisse savoir que voilà, mon bâtiment il n'est pas aux normes, et voilà les éléments sur lesquels, sur la base des dossiers que j'aurais fournis dans l'autorisation de travaux, puisque avec la déclaration préalable on demandait l'autorisation de travaux, voilà les éléments sur lesquels je vais devoir travailler. Et quand la collectivité prendra cette délibération justement pour mettre en place les agendas d'accessibilité programmés, ce seront des dossiers qu'on aura déjà aussi, et on pourra peut-être voir, c'est clair que ce sera comme au niveau national, on ne va pas demander un agenda d'accessibilité programme, enfin voilà, ce sera échelonné sur plusieurs années. Mais au moins on aura déjà une base, puisque la commission d'accessibilité, il faut savoir que avant Irma, nous n'avions pratiquement aucune donnée sur les bâtiments existants, puisque la situation à Saint-Martin elle est comme elle est. À peu près 85% des bâtiments existants n'avaient pas l'autorisation d'urbanisme. Il y a eu des changements de destination qui sont intervenus où nous n'avons pas reçu les éléments nécessaires. Donc voilà, il y a la réglementation. Alors je dis ça pourquoi ? Je vous dis, parce que c'est vrai qu'il y a la réglementation. Je ne suis pas là pour qu'on puisse passer outre la réglementation, mais il faut comprendre qu'à Saint-Martin, il y a un contexte. D'accord ? Si tu permets, je t'en prie. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, j'ai oublié d'expliquer pourquoi l'avocat. L'avocat, il y a trois aspects juridiques qui interviennent sur l'accessibilité. Vous avez, donc, on développe l'aspect accessibilité construction. Donc, d'abord, l'accessibilité parle de la construction. J'ai un bâtiment, je vais construire. Ou je suis dans un bâtiment, je dois faire des travaux pour permettre l'accessibilité. Donc ça répond à des normes d'urbanisme et de construction. Mais il y a la deuxième partie, et c'est aussi d'abord là mon centre d'intérêt. La deuxième partie, c'est la responsabilité du gestionnaire, du propriétaire, du locataire, dans le cadre de cette obligation urbanistique. Voilà, la responsabilité des intervenants. Oui, la responsabilité. Parce que la non mise en œuvre des dispositions législatives, ce sont des sections pénales, on y reviendra tout à l'heure, mais ce sont aussi des sanctions civiles, c'est-à-dire la mise en jeu de la responsabilité personnelle. Pourquoi ? Parce que, je vous ai lu tout à l'heure la loi de 2005, l'égalité des chances. C'est-à-dire cette égalité des chances entraîne une obligation de ne pas discriminer. Ça veut dire que la personne qui, elle, est en situation de handicap, qui souhaiterait avoir accès à l'établissement en question et ne peut pas y avoir accès parce que l'établissement n'aura pas fait le nécessaire, peut agir en discrimination. Et je précise que cela ouvre cette atteinte
tout au moins cette action peut être enclenchée à l'encontre de tous, c'est-à-dire vis-à-vis de l'État aussi. Et il y a eu un arrêt, je donne régulièrement un exemple, qui est un arrêt du Conseil d'État, qui date d'octobre 2010, où une avocate a fait condamner l'État parce qu'elle n'avait pas accès au palais de justice. C'était à Grenoble. Parce qu'il n'y avait pas la mise en œuvre des dispositions en 2010, des dispositions de l'accessibilité, puisque la loi date de 2005. Alors, donc là, je pense qu'on va trop vite, là. Parce oui, que mais je reviendrai. Voilà. Mais j'explique c'est quoi l'action responsabilité. Tout à fait. Voilà, l'action responsabilité, c'est ça. Tout à fait. Parce que là, moi, ce que j'aurais voulu peut-être, Jeanne, si tu pouvais nous donner ton expertise sur justement la distinction entre la rénovation et le permis de construire. Et notamment, je voudrais aboutir à la possibilité de pouvoir démontrer, dans certains cas, pas les permis de construire, mais la rénovation, qu'il y a aussi des possibilités de démontrer qu'on ne peut pas ou qu'on n'arrivera pas à mettre en œuvre les normes d'accessibilité. On peut toujours. Ah, ben alors ça, c'est autre chose. Tout est question de moyens. Voilà. Alors, Que ce soit. Alors non, je vais te donner un exemple tout simple. Je vais te donner un exemple tout simple. Donne-moi le nombre d'ascenseurs qu'il y a à Saint-Martin dans les immeubles. Il y en a peu, mais il y en a. Alors, Bien, s'il vous plaît. Voilà. Ce qui est le plus difficile, je vais vous dire, c'est même pas tellement. Alors, il y a la question du coût d'installation d'un ascenseur, mais c'est surtout le coût de la maintenance de l'ascenseur. Eh oui. Et du fait qu'il faut arriver à travailler avec du matériel qui dure ici. On a un air qui est salin, on a un taux d'humidité élevé, il y a des ascenseurs ailleurs dans les Antilles. Le fait est que le retour sur expérience montre que sur Saint-Martin, c'est pas terrible. On a encore beaucoup de progrès à faire. Alors voilà. Vous pensez bien que c'est encore des excuses pour les personnes en situation de handicap, de vieillesse ou de maladie. C'est pas une excuse de rester bloqué dans un ascenseur. Non, bien sûr, c'est mais c'est des excuses de dire qu'il n'y a pas, il faut juste avoir pour de la finir, maintenance. C'est pour ça que si on n'arrive pas à rendre 100%, par exemple, des habitations accessibles, au moins il y en a une partie qui reste accessible. Alors, moi, je voudrais simplement aborder déjà ce sujet parce que je comprends tout à fait, mais je voudrais... Je vais répondre à la question d'abord. Voilà. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire la distinction entre la rénovation et les permis de construire ? Et ensuite, effectivement, et ensuite Sabrina complétera le cas échéant sur les dossiers, les possibilités, ou en tout cas la manière de démontrer si on n'y arrive pas pour des raisons techniques démontrées, qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre les normes d'accessibilité. Il y a quand même des procédures... C'était les ADAP. C'était Alors, les ADAP au niveau oui, national. mais j'aimerais qu'on déjà, je vais puisse... répondre. Voilà, La question définir ça. en fait, tout projet d'aménagement d'un ERP, donc un établissement recevant du public, est soumis à autorisation. Parce que cet ERP doit être accessible, c'est une chose, mais doit aussi veiller à la sécurité des personnes dans le bâtiment, au regard de sa solidité, de sa résistance au feu, etc. Le fait est que ce soit un projet de construction neuve ou de rénovation, à partir du moment où on aménage un ERP, on doit demander l'autorisation. Et on ne doit pas faire vivre cet ERP sans avoir le passage des commissions ad hoc, notamment d'accessibilité. Donc il n'y a pas de distinction entre le neuf et l'ancien. On doit être conforme. Après, il y a je vais dire, il y a des propositions qui sont faites quand on n'arrive pas à respecter strictus sensus la règle. On propose des choses et les commissions les acceptent ou non. Donc il y a quand même une concertation, à plus forte raison sur un territoire comme Saint-Martin. Mais alors, je vais poser une question profane, comme ma présidente. J'ai entendu dire que quand les travaux étaient disproportionnés par rapport à l'objectif à atteindre, on pouvait faire passer une commission d'audit pour démontrer si oui ou non on peut mettre en œuvre, 1, les normes d'accessibilité, 2, en vérifier le coût, et que dans cette hypothèse, si effectivement il est admis qu'on ne peut pas atteindre l'objectif, ou en tout cas que le coût est exorbitant, il y a une possibilité de demander, de présenter un dossier d'exemption de... Mais ça, c'était le projet justement dans les ADAP, l'agenda, de trouver des solutions autres, de premièrement laisser le temps aux propriétaires d'aménager pour être conformes. Ça, et en cas de difficulté, oui, c'est dans le cadre de l'agenda qu'on n'a pas suivi ici, mais c'est ça le principe. Donc de donner du temps, d'échelonner et qu'il y ait un projet qui soit validé et qu'on se donne le temps de le réaliser pour être en conformité. Et le cas échéant, si le coût est vraiment exorbitant pour se mettre en conformité, quelles sont les possibilités qui seraient laissées aux propriétaires ? Est-ce que je pourrais répondre, parce que je suis vraiment dans le milieu,
Il faudrait prendre le micro. Okay. Il n'y a pas un hôtel sur Saint-Martin qui n'est pas en règle là-dessus. Pour ma part à moi, j'ai 8 chambres communicantes et qui sont donc handicapées. Je connais pas un hôtel qui n'est pas équipé de ça. En tout cas, je vous parle là en tant que secrétaire général de l'association des hôteliers. Donc, je ne sais pas de qui vous parlez, de quel On parle tous les ERP, en fait, c'est tous les établissements recevant du public, c'est-à-dire tous les ERP. D'accord. Mais pour ce qui est des hôtels, je peux vous assurer que tous les hôtels sont en règle là-dessus. Okay. Parce que c'est pas une loi nouvelle, elle existe depuis toujours. L'hôtel a été construit en 1989 et déjà il était prévu ces 8 chambres handicapées. Ça peut concerner toute activité en fait. Ah bon, ok, d'accord. Toute activité. Donc il est quand même important de souligner qu'il y a plusieurs types de ERP. Je pense que ça va de 1 à 5. Alors, il y a plusieurs catégories. Alors, plusieurs types de ERP, ça va être classé par activité. Donc, les magasins de vente, par exemple, l'hôtellerie, les équipements sportifs, donc gymnase et autres, les équipements de restauration, les salles de conférence, tout ce qui est bibliothèque, les écoles, bien sûr, les bâtiments d'administration. Donc, tout ça est classifié, porte une lettre, donc O, X, P, etc. Et en fonction du nombre de personnes, c'est-à-dire de l'effectif que va accueillir l'établissement, on a une classification en catégories, de 1 à 5. 1 étant là où il y a le plus de personnes et 5 étant là où il y a le moins de personnes. Voilà. D'accord. Et en fonction de ces catégories, les exigences sont différentes. Alors, je reviens toujours à mon restaurant que j'ai l'intention d'ouvrir à Marigot. Rue du Général de Gaulle. Rue du Général de Gaulle. Un jour, ça fera. Hein. Pour l'instant, je joue la candide, mais parce que je veux vraiment qu'on se mette dans... Donc, j'ai 2 marches d'escalier qui arrivent pour avoir accès à mon propriétaire. Lui, il me doit la rampe d'accès. Si je comprends bien. Il me doit que l'ouverture soit au moins à 90. Alors, tout dépend de la discussion et du bail signé entre le propriétaire et le locataire, qui va stipuler qui a la charge de quels travaux. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'autre. D'accord. Donc, on peut, disons, mon propriétaire, il n'a rien fait. J'ai signé un bail commercial de 369. Et là, je me retrouve aujourd'hui, voilà, j'ai deux marches. Un bail simple, il ne s'est pas stipulé. Il faut demander à l'avocat. Désolée, là c'est du droit. Après, sur l'aménagement, je peux répondre. Voilà. Après, moi maintenant, je me retrouve. J'essaie toujours de poser les questions des chefs d'entreprise. L'intérieur, donc j'en ai déjà discuté avec Sabrina. Il faut absolument faire une déclaration ou une demande d'aménagement dans un établissement recevant le public. Voilà. Aujourd'hui, mon établissement, j'ai 30 places assises, 40 places assises. Donc je suis en 5e catégorie. 5e catégorie. Je reçois, donc c'est parce que je reçois moins de 100 personnes. Hein. 200. Moins de 200 personnes. Tout le monde suit un peu, ok? Donc, on est en 5e catégorie. Et je suis quelle lettre? R. R? R ou O, je ne sais plus. Voilà. C'est pas grave. Donc, là, je me retrouve maintenant, je dois absolument prendre un architecte. Restaurant, c'est type N. Je dois prendre un architecte. Pas forcément. Un aménagement n'est pas forcément fait par un architecte. Madame Sabrina m'a dit que c'est si la demande architecte. de permis sera faite au nom d'une personne morale, auquel cas le recours à l'architecte est obligatoire. Si le permis est fait par demandé par une personne morale, alors le recours à l'architecte est obligatoire à Saint-Martin. Ok, mais c'est moi, donc si c'est en nom propre. Si c'est en nom propre. Si c'est Madame Angèle Dormois qui demande en nom propre et pas la SCI ou la SARL ou la machin. Mais non, parce que je fais un restaurant. Donc, si je fais un restaurant, c'est une personne morale. Alors, le recours est obligatoire. Le recours à l'architecte est obligatoire. Donc, puisque le recours à l'architecte est obligatoire, là, ça augmente mon petit coût là, de mon budget prévisionnel. Hein. Grandement. Beaucoup. Oui, ça augmente beaucoup. Et ensuite, le délai également, puisque moi, je vais ouvrir pour la saison. Je vais quand même essayer d'ouvrir pour le mois de novembre. Et là, 5 mois. 5 mois. De délai d'instruction. C'est le délai légal. Oui. Donc ça peut être moins, mais le délai légal, c'est 5 mois pour un ERP. Et ensuite, donc, vous comprenez pourquoi ça décourage aussi certains chefs d'entreprise il faut trouver l'argent. Et puis, il faut le dire, les banques ne financent pas spécialement ces mises en conformité. Donc, c'est de l'argent que le chef d'entreprise doit
avancer et trouver au préalable. Oui, c'est de la responsabilité aussi du chef d'entreprise que la sécurité des personnes dans son bâtiment, en plus de l'accessibilité. S'il y a le feu, il se passe quoi? D'accord. D'où la nécessité d'avoir un projet cohérent. Oui, mais alors dans l'accessibilité, il y a une graduante de mesures à prendre. Je veux dire, on peut ne pas être voilà, il faut quand même... Parce que depuis tout à l'heure, je vous entends, je suis affolée, en fait. Et en fait, je me dis, je suis chef d'entreprise, où j'avais l'intention de créer une entreprise, c'est trop compliqué. Ah ouais, donc, voilà, je voudrais... Je voudrais quand même qu'on relativise les choses, c'est-à-dire que, et ça on l'avait abordé lors de l'émission de radio, que dans le cadre d'un permis de construire, on demande toutes les normes exigées, je peux tout à fait le concevoir. Ce qui me pose plus de difficultés, c'est dans le cadre de la réhabilitation ou de la rénovation, voilà, de l'existant, ce d'autant qu'on est post-Irma. Vous imaginez que le discours que j'entends aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise, je ferme la porte à clé et je m'en vais. D'accord ? Parce que je pense, et je pense que vous en êtes conscientes toutes les deux, que post-Irma, et en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas non plus pléthore d'entreprises qui se sont attelées à ce sujet. C'est la raison pour laquelle on évoque ce sujet aujourd'hui. Donc, s'il y a effectivement le principe, en tant qu'avocat, je demande l'exception aussi. Donc, depuis tout à l'heure, je dis oui, il y a une graduante de mesures. Il y a des exemples qui nous ont été donnés. Alors, évidemment, quand on parle d'accessibilité, le fait de mettre des normes de sécurité ou autres, je peux tout à fait le concevoir. Et la réhabilitation, on peut le concevoir. Mais j'aimerais aussi évoquer la possibilité, et j'avais ouvert la porte et je voudrais la réouvrir, cette porte. Est-ce que, Sabrina, est-ce que tu veux parler là-dessus, sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur ce fait qu'il y a des possibilités pour des chefs d'entreprise qui ont tout mis en œuvre pour essayer de se mettre aux normes de l'accessibilité, mais qui manifestement ne le peuvent pas, ou si le coût est trop important, ont aussi la possibilité de déposer un dossier demandant une exonération ou une limitation ou une dérogation. Alors, la dérogation existe dans le cas des bâtiments existants, effectivement. D'accord ? En commission d'accessibilité, il y a certains points sur lesquels, par exemple, si... je sais pas, on peut faire marcher ce qu'on appelle la solidarité humaine, d'accord ? Ça marche en dérogation. Mais par contre, ce qui me fait peur, au niveau de la collectivité, effectivement, il y a la situation post-Irma, d'accord ? Où justement, il n'y avait pas cette volonté parce qu'il fallait la relance économique. Mais de l'autre côté, vous avez aussi, comme Maître Calonne l'a dit, les responsabilités. Mais non, mais pourquoi je dis ça ? Puisqu'on ne peut pas l'oublier, ça, derrière. Alors non, mais je voudrais qu'on aborde un sujet clair. C'est la possibilité pour une branche d'activité, et parlons d'une branche d'activité, par exemple. Alors, j'ai évoqué, par exemple, le cas des avocats. On avait évoqué ce sujet-là. À une époque, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on m'avait dit que, en fait, le métier d'avocat n'était pas forcément un métier commercial ou commerçant et n'était pas forcé d'être en rez-de-chaussée, mais en étage. Et je crois qu'on a pas mal d'immeubles ici qui n'ont pas d'ascenseur et qui posent des difficultés en matière d'accessibilité, nous en sommes conscients. Et je crois avoir vu, et je voudrais qu'on me le confirme ou qu'on me l'infirme, qu'il est possible qu'une branche d'activité puisse se doter d'un local accessible et dans lequel tous les membres de cette activité auront la possibilité de recevoir les personnes qui sont en situation de handicap. Non, mais je voulais qu'on aborde ce sujet parce que voilà. Justement, parce qu'à un moment donné, la collectivité devra proposer des ADAPT. Des solutions. Elle devra, voilà. Des ADAPT. Elle devra proposer ses propres agendas pour permettre aux gens de se mettre en conformité par rapport au texte qui sera voté, approuvé par la Com. Cela étant dit, ça peut faire partie des solutions. Ben oui, des options qui seraient offertes dans le cadre des ADAPT. Parce que en fait, depuis tout à l'heure, j'entends que la responsabilité pénale et responsabilité civile pèsent sur le chef d'entreprise, mais je voudrais aussi lui trouver des alternatives. Tant que la Com n'a pas légiféré,
Aujourd'hui, aujourd'hui, la com autoriserait tout à fait. Une proposition. La collectivité si on reçoit une demande, solution alternative. S'il y a une demande de travaux dans un des établissements concernés, la commission de sécurité peut accorder une mesure dérogatoire en ce sens. Ça existe déjà. Voilà. C'est vrai qu'il nous faut délibérer dessus, légiférer dessus. Voilà, il faut l'adapter. Mais ces solutions existent, qu'on les étudie en commission d'accessibilité. Moi, alors, il y a un truc, je ne veux pas alarmer les personnes en situation de handicap. Sachez que nous savons que le chemin, il est long, mais on ne vous oublie pas. C'est-à-dire qu'il y a la commission de sécurité qui étudie il y a la commission de sécurité, mais il y a aussi la commission d'accessibilité qui nous faisons aussi des visites sur certains établissements. Un exemple, je ne vais pas en citer, mais un restaurateur très connu des jeunes, nous avons, je ne vais pas nommer son nom. Voilà, il y a une visite qui a été effectuée. Nous effectuons des visites ponctuelles, donc je n'ai pas envie non plus d'alarmer. C'est vrai que nous avons conscience que, bon, voilà, cette situation, elle est comme elle est, d'accord. Saint-Martin, les bâtiments existants ne sont vraiment pas accessible, mais en commission, quand nous recevons des demandes de modification de travaux à l'intérieur de ces établissements, à l'occasion du dépôt de l'autorisation de travaux, si c'est pas, il n'y a pas de création de superficie, il y a l'autorisation de travaux et l'architecte peut nous mettre les mesures dérogatoires qui seront prises dans le cas de cet établissement. Voilà. Et elles seront étudiées au cas par cas. On essaie d'alarmer personne, mais ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que non, il faut essayer de trouver des solutions qui permettent aux deux parties d'atteindre leurs objectifs. C'est surtout ça. Parce que voilà, il y a deux parties dans ce dossier-là. Et bien évidemment, nous aujourd'hui, on est là pour attirer l'attention sur la réglementation en matière d'accessibilité, parce qu'on est conscient que c'est quelque chose d'important. Je voulais juste signaler le fait qu'en commission d'accessibilité, donc c'est une commission territoriale, il y a le président, l'association Tournesol est représentée au sein de cette commission. Donc voilà, nous ne sommes pas que sur un côté technique, mais nous sommes sur aussi la réalité des choses. Et ce que nous essayons de faire aussi, c'est afin de faire prendre conscience aux gestionnaires que leur établissement n'est vraiment pas. L'idée générale, ce serait de peut-être venir avec un fauteuil roulant, voilà, voilà, c'est pour qu'on puisse prendre, voilà, comment si c'est pas possible d'accéder à votre établissement. Mais les choses sont, au niveau de la collectivité, nous mettons tout en œuvre pour trouver un juste milieu, avec premièrement pouvoir adoucir les règles, mais pour pouvoir, avant de mettre en place l'agenda d'accessibilité programmée, il faut pouvoir voir si certaines normes, peut-être, nécessite un adoucissement. Voilà. Et quand on aura fait le point avec notamment, je pense, l'association des architectes de Saint-Martin, quand on aura fait le point dessus, à ce moment-là, on mettra une date butoir en disant que voilà, les établissements devront faire premièrement leur diagnostic, donc un état des lieux du bâtiment, puis dans un deuxième temps, on aura une date butoir pour, à partir de cette date, donc un exemple, on peut se dire à partir de 2023 que nous allons obliger le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée pour les établissements. Voilà. Alors, là, je voudrais quand même laisser la parole au public, puisque nous sommes quand même en conférence débat. Et on a un petit peu déblayé le terrain, mais peut-être que vous avez des questions, vous avez des situations. On sait très bien qu'aujourd'hui, on va pouvoir travailler avec la collectivité, la CCISM et les avocats et les architectes à Saint-Martin de façon à mettre en place des documents, des guides à destination des chefs d'entreprise, mais également à destination de tout porteur de projet, même en construction individuelle, maison individuelle. La collectivité a en projet de produire ces livres, on en parlait avec Sabrina encore, mais l'État a déjà en ligne beaucoup de documents. D'accord. Accessibles à tous et qui sont très faciles à utiliser. Est-ce qu'on peut se servir des documents qui sont en ligne, étant précisé que
J'ai entendu tout à l'heure que la législation avait été figée en 2012. En gros, on peut utiliser la méthodologie, mais pas les normes, puisque les normes ont évolué au niveau national. D'accord ? Donc, nous, les normes qui sont actuellement en vigueur sont celles qui étaient en vigueur en 2012. Et on sait très bien qu'en matière d'accessibilité, ça a énormément... Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du Code de la construction et de l'habitation, et certaines normes ont été modifiées. Donc, si vous allez sur un site national, télécharger des fichiers, bon, il y aura peut-être des choses qui vont correspondre. Au niveau de la méthodologie, on vous assure, elle sera la même. D'accord ? Mais par contre, au niveau des normes, peut-être les exigences, le giron, ça risque de ne pas correspondre. Voilà. Par contre, contraste des couleurs, il y a des couleurs, même dans 20 ans, elles seront toujours pas compatibles. Voilà. Ça, voilà. Mais alors, juste pour vous préciser, hein, qu'au niveau de la collectivité, nous avons, techniquement parlant, nous avons réalisé ce qu'on appelle une petite notice explicative qui n'est pas publiée, puisque, comme je vous dis, on essaie de voir comment on peut adoucir. Donc, l'idée générale, c'était de faire déjà un état des lieux de ce qui est applicable actuellement, d'accord ? Donc, dans cet état des lieux, nous avons des photos, nous avons repris un petit peu les principes généraux au niveau du stationnement, au niveau de l'accès au bâtiment, donc tous les points. Et puis aussi, nous avons étudié aussi la possibilité d'avoir aussi un petit livret qui permet à tout à chacun de pouvoir réaliser l'état des lieux de son bâtiment. Donc, un certain nombre de questions. Et puis après, la prochaine étape, ce sera justement ce document commun, c'est-à-dire la partie technique et aussi la partie où la CCISM, voilà, ce sera vraiment... Oui. Voilà, il y aura, voilà... par rapport à l'explication, voilà, parce que nous, c'est très technique ce qu'on va pouvoir apporter. Mais ce sera une collaboration, je pense, entre la collectivité, la CCISM et l'association des architectes de Saint-Martin. Pour l'instant, ils sont disponibles ? Non. D'accord. Puisque... Ouais, non, mais voilà. Alors, non, puisque c'est un document de base, c'est le document de base de la commission d'accessibilité programmée. Et juste à titre d'exemple, pour vous montrer qu'au niveau de la collectivité, nous faisons, voilà, au niveau de nos projets d'aménagement, quand il y a une réception d'un bâtiment, on nous demande, moi, en qualité d'ingénieur, on me demande, pas pour refaire le monde, c'est pas ça, hein, mais c'est juste, il y a des petites choses que nous, on peut remarquer par rapport à un bâtiment qui a été livré et faire des préconisations. Voilà. Et donc, c'est ce qui a été fait à l'époque par rapport au CARB, où on reprend avec des photos ce qui ne va pas dans le bâtiment et des mesures, des possibilités d'amélioration. Donc, c'est par le biais de ce document, qui permettra aux gestionnaires de ERP de réaliser eux-mêmes ce document. D'accord, voilà. Vous le remettez aux ERP, oui. Il faut prendre le micro. Pardon. Excusez-moi. Là, vous présentez le document de la BO. Une question qui me vient comme ça. Il y a une accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant qui puissent aller au restaurant et dans l'eau ? Monsieur, alors, au niveau, bien évidemment, le bâtiment, dans le projet d'aménagement, l'accessibilité a été pris en compte puisque le dossier, il est passé comme tous les dossiers en commission d'accessibilité. Au niveau de l'accès à l'eau, la collectivité est en train d'essayer de voir comment permettre, comme c'est fait en Guadeloupe par exemple, d'avoir ces espèces de tir à l'eau pour pouvoir permettre à la personne de passer du restaurant à la mer. Voilà. Mais en tout cas, le cheminement a été respecté entre depuis la place de stationnement, le cheminement, l'accès au bâtiment, la circulation, tout a été étudié. Voilà. Nous ne sommes pas exemptés, c'est pas parce que nous sommes la collectivité, nous ne sommes pas exemptés du passage de nos dossiers en commission d'accessibilité, je vous le rassure. Beaucoup de restaurants qui ont été reconstruits à la baie orientale, notamment ceux qui sont qui bénéficient de l'AOT, sur le long de la baie orientale, ceux-là ont respecté les normes. Ceux-là, ils sont aux normes. Il n'y a toujours pas l'accessibilité directe à l'eau,
Mais il y a des associations, j'ai pris contact avec des associations qui sont aujourd'hui en train de réfléchir à comment financer ces tirs à l'eau. Parce que même là aussi, il faut qu'on fasse attention. Les tirs à l'eau, même s'ils sont, ils sont de la responsabilité encore pénale d'une personne. Donc, qui voudra prendre en charge cette responsabilité pénale? Là aussi, il faut réfléchir à ça, puisqu'il suffit que quelqu'un fasse un accident en descendant. Donc, il y a des associations qu'on a déjà contactées qui sont en train de réfléchir à l'organisation de cette de la mise à l'eau pour les personnes en situation de handicap. Ces fameux restaurants, ils sont tous, c'est la réglementation, hein, donc c'était ce qu'on appelle des PCERP, et ils sont tous passés en commission avec un délai de 5 mois d'instruction. Voilà. À ma connaissance, si je peux me permettre. Oui, bonjour, je voudrais déjà me présenter, Madame Fatima Boukari, vice-présidente de l'association Les Axes et Cibles pour tous, où nous agissons sur l'île depuis 2012. C'est vrai qu'on n'est pas très connus. L'association a été créée en 2016 et nous travaillons énormément avec les personnes en situation de handicap, de vieillesse et de maladie. Nous les accompagnons au niveau administratif et surtout depuis après Irma, nous les aidons dans leur démarche pour la reconstruction. Nous travaillons aussi sur nous avons un pôle emploi, un pôle de transport, un pôle habitation sur lequel nous travaillons depuis 2012. Ce que je regrette, c'est que la collectivité n'ait pas suivi comment on appelle ça, les préconisations. Voilà, qui s'est arrêté en septembre 2015. Voilà, les agendas, pardon. Et là, vous me parlez des agendas, mais si on repousse encore de nouveau à 2023, vous m'avez dit, c'est ça? Alors non, c'est pas ça. C'était une option. Mais ce que je voulais juste vous faire comprendre, c'est qu'avant de mettre en place alors la délibération, il y aura une délibération, bien entendu, pour mettre en place les agendas d'accessibilité programmée, mais on ne peut pas imposer à un gestionnaire de nous déposer du jour au lendemain un agenda. Donc il y a ce qu'on appelle l'état des lieux, la partie état des lieux, et même au niveau national. Vous avez remarqué, la partie état des lieux, on leur a donné, je crois, je ne me trompe pas, il y a eu cette phase. Il y a eu 2 temps, en fait. Voilà, voilà. Il y a eu, en fait, la mise en œuvre de la loi de 2005, la date butoir, c'était septembre 2015. Et quand l'État s'est aperçu que même lui n'avait pas mis en place les différentes mesures nécessaires, il y a eu donc l'adaptabilité. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il y a une loi qui impose l'accessibilité avec obligation de travaux, s'apercevant que les délais de 10 ans n'ayant pas été respectés, en 2015, un texte est sorti en 2014 pour pouvoir créer l'adaptabilité, c'est-à-dire permettre aux personnes de disposer d'un délai pour mettre en place le diagnostic, les travaux et faire un planning de financement des travaux. En fait, ce délai a expiré au 31 mars 2019. Donc, en principe, on revient à la loi initiale. La DAP elle-même a disparu, c'est fini. Et donc aujourd'hui, toute personne doit faire des autorisations de travaux. Ce qui n'exclut pas, pour ceux qui n'ont pas respecté la DAP, des délais de 3 ans, de pouvoir, trouver des solutions de sortie. Alors il existe des textes, des possibilités d'adaptabilité derrière pour pouvoir respecter son planning de travaux. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accessibilité, c'est immédiat et l'autorisation de travaux, c'est immédiat. Il n'y a pas de condition. Maintenant, si je comprends bien, puisque je prends conscience de ce qui existe plus particulièrement à Saint-Martin, cela n'exclut en aucun cas que Saint-Martin, alors même qu'il imposera à certains de faire des autorisations de travaux sur l'existant, on est bien sur l'existant, on n'est pas sur du neuf, sur l'existant, de faire des autorisations de travaux immédiats, il peut considérer, même par secteur, géographique ou type de REP, etc., de créer une forme de délai avec des plannings pour expliquer qu'il y a la mise en place d'un diagnostic personnel, la possibilité de s'engager sur un certain type de travaux et surtout, parce que je prends conscience, mais également j'acquiesce sur l'idée de dire à un exploitant, ah mais oui, mais c'est trop difficile parce que moi du coup tout ce que je peux faire c'est fermer. Non, l'idée c'est que l'exploitant doit prendre conscience que l'accessibilité ce n'est pas un accessoire.
C'est quelque chose d'obligatoire. Mais pas obligatoire parce que c'est imposé par l'extérieur, par la loi, par la collectivité. C'est imposé par nous, par notre mode de vie, par nos droits humains. Le droit humain de chacun est de pouvoir avoir accès. Et c'est bon pour un exploitant parce que l'exploitant, en ne donnant pas d'accessibilité, il se prive de 30% de sa population. Il y a 30% de consommateurs qui ne peuvent pas venir. Donc, en ouvrant et en acceptant des contraintes, il va avoir le retour derrière. Alors, Elisabeth, j'aimerais qu'Elisabeth rebondisse sur une mesure dont elle m'a parlé ce matin. Ah oui, parce qu'il existe des labels, et là, la collectivité peut le mettre en place. En matière de tourisme, il existe un label spécial tourisme qualité pour l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il y a des hôtels, des restaurants, et il y en a un en Guadeloupe qui est le restaurant qui est Coco Café, qui a participé et qui a organisé le restaurant pour obtenir le label touristique accessibilité. Ce sont des labels qui permettent d'obtenir une clientèle particulière parce qu'ils ont fait l'effort et ça se communique. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus voir comme une contrainte absolue qui empêche de fonctionner. Alors, pour revenir à la dérogation, et je terminerai, c'est-à-dire que ça permet à la collectivité aujourd'hui de pouvoir dire, comme avait dit Sabrina dès le départ, c'est un ensemble, c'est-à-dire si vous devez, en adhérant à ce processus, vous aider la collectivité à mettre en place des modalités de planning. Ça peut se planifier sur toute forme, puisqu'on a vu que la situation de handicap, c'est tout type de handicap, et tout ça peut s'aménager au fur et à mesure. Et ça fera de Saint-Martin une île super sympathique. Accessible. Accessible. Alors, je vais poser une question bête, et là, je la pose globalement. Est-ce qu'il y a des organismes qui aident financièrement à la mise aux normes ou à des équipements particuliers? Voilà, je pose une question. Alors, au niveau des bâtiments, c'est vrai que moi, je me suis penchée sur la question, mais le problème, c'est que depuis le changement de statut, il revient à la collectivité. Donc, la collectivité a repris les compétences du département, d'accord? Parce qu'en Guadeloupe, les personnes peuvent avoir des aides financières. Voilà. Sauf qu'à notre niveau, donc c'est le pôle Solidarité et Famille, la question est encore à l'étude. Donc, pour l'instant, au niveau point de vue financier, de notre côté, la question est à l'étude. Voilà. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que, pardon, pour revenir là-dessus, est-ce que, par exemple, l'ANA peut intervenir au niveau de Saint-Martin? Oui, il faut une convention. Donc, il y a une possibilité quand même de oui, voilà. Mais il faut, avant de pouvoir justement prévoir à ces dates, il faut qu'on puisse nous mettre en place un certain nombre d'éléments, peut-être, voilà, pour pouvoir après demander ces aides. Voilà. Une autre question? Pardon. J'ai une question. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de travaux sur Saint-Martin qui sont post-IRMA. Donc IRMA, on le ressort à beaucoup de sauces. Donc on a de la réhabilitation dans un bâtiment. Je dois savoir, c'est beaucoup la charpente couverture. Je dois savoir tout ce qui est intérieur. Avec les travaux, est-ce qu'on doit remettre le bâtiment aux normes? Donc c'est aux normes tout ce qui est électricité, tout ce qui est garde-corps, parce que j'ai un garde-corps qui est à 90 de haut. Il y a des espaces dessous où il y a un enfant qui peut passer. Il y a tout ce qui est signalétique au point de vue escalier, donc on en parlait tout à l'heure. Donc dans le cadre de réhabilitation post-IRMA, quand on fait les travaux, est-ce qu'on doit le remettre aux normes, le bâtiment, et qui est responsable en cas d'accident? Parce que là, au tout début, vous parliez qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui recevaient des amendes, des pénalités, mais l'entreprise, entre guillemets, fait un peu ce qu'on lui dit. Donc il y a l'architecte, il y a le bureau de maîtrise, il y a l'architecte, il y a le bureau de maîtrise d'œuvre qui font des plans, qui réalisent des documents techniques. Si l'architecte ou le bureau d'études demande une porte de 60 de large, j'exagère, hein, l'entreprise, même si elle est sachant, elle va faire 60 de large, ça ne sera pas de sa faute. Enfin, les responsabilités se chevauchent. En matière de responsabilité civile, ça chevauche. Chacun a une responsabilité en fonction de son activité et de ses obligations qui lui sont propres. C'est ça la responsabilité. C'est-à-dire que vous êtes exploitant, votre rôle d'exploitant qui devient maître de l'ouvrage, puisque c'est vous qui êtes donneur d'ordre, ce serait une responsabilité de donner des ordres pour les professionnels pour faire les travaux. Chaque professionnel a sa part.
de responsabilité. Donc l'architecte, qui est l'accompagnement, celui qui va exécuter l'entreprise, etc., etc. Chacun a une part de responsabilité. Alors ce qu'il y a sur les difficultés, je vais faire court, sur les difficultés pratiques, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une obligation de mise aux normes et que soit le maître de l'ouvrage dit mais pour l'instant c'est pas important, l'information et le conseil doit être écrit de la part du professionnel pour indiquer que c'est une obligation et quels sont les risques encourus. C'est ce qui permettra de le dégager de toute responsabilité. Si, par ailleurs, le dit professionnel, en dehors de tout choix direct du maître de l'ouvrage de ne pas exécuter les travaux, le professionnel lui-même ne dit pas que les travaux sont obligatoires et qu'il y a des retards, à ce moment-là, lui, il engage sa responsabilité. Dans la situation, je pose la question, j'aimerais rebondir sur la question de monsieur, parce que dans la situation où, par exemple, les garde-corps n'ont pas été endommagés et que ce sont des garde-corps qui ne sont pas aux normes, est-il une obligation de tout casser? Je pense que c'était cette question que vous avez, de tout remettre aux normes. Moi, si je vous réponds en qualité d'architecte, vous devez vous mettre en règle. Donc c'est la responsabilité forcément de l'exploitant de s'assurer que son bâtiment est conforme et s'il y a un architecte qui suit les travaux, il doit préconiser la mise aux normes. Et si aujourd'hui, un garde-corps de 90 n'est pas accepté. Et si je dois répondre en tant qu'avocat, vous aurez une difficulté pour assurer votre bien, parce que si vous avez un nouveau cyclone ou une nouvelle couverture à prétendre, eh bien on vous opposera le fait que vous auriez dû à ce moment-là être aux normes et que vous ne pouvez pas être indemnisé parce que vous n'avez pas mis aux normes en temps. Donc, pour répondre à votre question, même si ce n'est que la toiture qui a été endommagée, l'intérieur doit être remis aux normes. C'est pour ça que dans le cadre des travaux de réparation de la toiture, on vous demande aussi l'autorisation de travaux. Alors, il faut savoir que le délai d'instruction de la déclaration préalable, elle est 2 mois, donc c'est au titre du Code de l'urbanisme, et que pour l'autorisation de travaux, c'est 5 mois, d'accord? Donc, le dossier est transmis en commission de sécurité et d'accessibilité. Entre-temps, votre bâtiment, donc tout ce qui concerne d'un point de vue urbanisme pourra être réparé puisque vous aurez l'autorisation d'urbanisme, la déclaration préalable. Mais par contre, alors à l'issue quand la commission de sécurité dit qu'un bâtiment n'est pas aux normes, en principe, il faut alors, à part pour les ERP de 5e catégorie, les autres catégories, ça nécessite le passage de la commission pour pouvoir prétendre à l'ouverture de l'établissement. Vous ne pouvez pas ouvrir sans l'avis favorable de la commission. Non, on parlait des ERP. Là, on est sur les... Voilà. Et donc, pour la partie accessibilité, la commission, ce qu'elle fait, c'est surtout ce que je disais, des préconisations. C'est-à-dire que vous allez dire que votre maître d'œuvre décrira en fait la situation réelle du bâtiment et à ce moment-là donc nous on aura le plan de masse en 3 dimensions qui nous permettra de voir si toutes les normes, si le cheminement il est parfaitement respecté, si les circulations horizontales et verticales tout correspond. Alors s'il y a des points de non-conformité, la commission elle est là pour vous dire justement voilà, nous avons remarqué que dans votre dossier voilà les points de non-conformité et il vous reviendra à vous de pouvoir avec votre maître d'œuvre mettre en place un certain nombre de mesures justement de dispositions pour pouvoir régler cette situation. La commission précise aussi ce qui est bloquant et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire que suivant la visite, avant le préalable à l'ouverture, la commission va préciser si effectivement il y a des choses qui doivent être rectifiées, mais qui n'empêchent pas l'ouverture de l'établissement. Il vous donne un certain délai pour vous mettre en conformité. Parfois, il y a des points bloquants. Il y a des choses qui font que les distances ne sont pas respectées, ou les hauteurs, ou etc. Et là, ils vous contraignent à faire les travaux avant de vous donner l'autorisation d'ouverture. On continue sur les questions. J'aimerais savoir s'il est possible d'assister à ces commissions. Est-ce qu'elles sont ouvertes au public ou est-ce que
Alors, les membres sont désignés par arrêté. Donc, je ne pense pas... Voilà, c'est pas public, donc je pense pas... J'ai bien compris qu'il y avait qu'une... Mais par contre, je pense que la collectivité ne sera pas... Nous travaillons dans la transparence au niveau de la collectivité. Et si un jour votre association désire savoir comment nous fonctionnons, je pense que par le biais d'une demande au président de la collectivité expliquant votre cas, je pense qu'on vous autorisera à participer, déjà à assister. Peut-être pas donner... Vous n'aurez pas d'avis à donner sur les dossiers, mais au moins vous verrez comment nous fonctionnons, il n'y a pas de souci. Nous sommes dans la transparence. Non, parce que j'ai déjà demandé à assister, mais on m'a dit qu'il y avait déjà une autre association qui travaillait là-dessus. Mais est-ce que je peux, par exemple... À la fin, moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'à la fin de cette conférence débat, qu'on nous échangeons nos coordonnées, et puis je ferai le nécessaire. D'accord, voilà. Je vous remercie. De rien. Une autre question? Alors, je vous en prie, monsieur, prenez le micro. Oui, bonjour à tous. Je suis Gélin, représentant de CETAS, étant gérant. Parce que on a une entreprise de contrôle technique. Je voulais poser une question tout d'abord. Est-ce que cette conférence est uniquement sur l'handicap physique? L'accessibilité des locaux, la mise aux normes des locaux à des personnes qui pourraient éprouver des situations de handicap. Handicap. Mais ça ne revient pas aux handicaps de l'entreprise. Ah non, ça c'est autre chose. C'est autre chose, monsieur. C'est autre chose. Je crois qu'il y avait une dame qui voulait poser une question. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Félix Diane. Excuse-moi de mon retard. C'est que comme je suis dans le nettoyage, il y a un petit souci sur Saint-Martin. C'est pour ça que je suis venue pour voir avec les avocats. Surtout dans la partie du nettoyage. Lorsque je donne le devis, le travaux par rapport sur Saint-Martin a été ralenti parce qu'il y a des sociétés qui sont venues, qui ont récupéré de l'argent, les gens ne les retrouvent plus, le travaux n'est pas fini. Alors moi je viens en dernier recours au niveau du nettoyage, mais le carrelage n'a pas terminé et la plomberie, le toit et tout. Qu'est-ce que ces gens peuvent faire? Parce que moi, ça me bloque et c'est ce que je viens d'expliquer aux commissions de Pôle Solidarité. Ils me coupent le RSA et pourtant, ce n'est pas ma faute parce que je suis là pour travailler. J'ai tout. Et lorsque tu regardes, c'est bloqué. Ça fait 2 ans, 8 mois et tout. C'est des petits travaux que je trouve chez les locaux qui me donnent du travail. Mais des gros chantiers, tout ça, ça freine. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les avocats? Malheureusement, là, ça va sortir du cadre du débat, madame, parce qu'en fait, oui, je suis désolée, je suis consciente qu'effectivement, les travaux à Saint-Martin ont pris plus de temps et qu'il y a eu plus de complications. Ce que vous expliquez est vrai. Il y a beaucoup de chantiers qui sont arrêtés et qui entraînent des conséquences pour beaucoup de personnes, nous le savons. Malheureusement, aujourd'hui, le sujet, c'est avant tout, dans le cadre de la reconstruction, de tenir compte des règles d'accessibilité. Or, l'accessibilité, en tout cas, ce que vous évoquez, malheureusement, vous ne devriez pas être soumise à des problèmes de cet acabit-là. Ce sera quand les travaux seront terminés, malheureusement. Donc, bon, là, on va sortir de ce champ-là, madame, je comprends, mais vous avez raison d'élever le problème qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont ralentis actuellement et donc, c'est ce que madame Placidou disait, c'est au regard de tout ça, il va falloir mettre des agendas d'accessibilité, on va laisser du temps aux entreprises de pouvoir être sensibilisées à cette matière-là. Donc, aujourd'hui, c'est surtout une alerte, que la compétence en matière d'accessibilité est une compétence locale. C'est surtout très important. Deuxièmement, de tenir compte de ces règles d'accessibilité, que ce soit en matière de rénovation ou en matière de construction. Qu'effectivement, le corollaire de l'accessibilité, maître Calonne, c'est la sanction. Donc, il peut y avoir une sanction pénale ou une sanction civile qui, effectivement, va dépendre de l'agenda d'accessibilité. Voilà, si j'ai résumé correctement l'objet du débat. Je voudrais tout de même informer donc tous les futurs chefs d'entreprise qu'il faut absolument prendre contact avec leur architecte.
Et donc, il faut se renseigner, prendre contact, consulter, parce que se faire conseiller. Il faut absolument se faire conseiller, puisque l'objectif, c'est d'être le plus aux normes et surtout d'anticiper les difficultés que nous allons rencontrer plus tard. Donc, de prendre contact de se faire conseiller. Des fois, ce sont des choses très simples qu'il faut mettre en place. D'autres fois, c'est un petit peu plus compliqué. Nous, à la CCISM et avec le partenariat de la collectivité, donc par rapport aux documents qu'ils ont déjà établis, le guide qu'ils ont déjà établi, nous allons travailler à rendre sortir des documents un peu plus lisibles, un peu plus faciles pour un chef d'entreprise, parce que sincèrement, le fait de regarder son document là de 180 pages déjà m'effraie en me disant, on se pose la question. Oui. Donc, on va essayer de sortir des livrables un petit peu plus accessibles et par corps de métier. Par exemple, un pour les restaurateurs, parce que maintenant, je sais que mon restaurant va me coûter beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu. Donc, un pour les restaurateurs, un pour les commerçants en centre-ville, un pour les hôteliers. Il faut qu'on puisse amener l'information, sensibiliser les chefs d'entreprise de façon à ce que nous arrivions le plus rapidement possible, en partenariat avec tout le monde, à ce que la situation de handicap soit la moins difficile à gérer que possible. Parce que n'importe lequel d'entre nous pouvons nous retrouver dans une situation de handicap. Donc, même en tombant enceinte, on est dans une situation de handicap. Hein. Donc, il faut vraiment tout le monde, tous ensemble, que nous travaillons ensemble sur essayer d'être les meilleurs enfants possibles. On s'est rendu compte, j'en parlais avec Madame Placidou, je me dis, mais comment ils ont fait en Guadeloupe? Quand même, Pointe-à-Pitre, la rue Frébeau, rien n'est aux normes. Et elle me dit, on n'est pas les pires. On n'est pas les pires, Angèle. On n'est vraiment pas à Saint-Martin. On n'est pas les pires en matière d'accessibilité. Donc, c'est vrai que nous avons encore beaucoup de travail. Et ce travail, moi, je m'engage à le faire, la partie pour les chefs d'entreprise, bien sûr. Je m'engage à le faire en concertation avec la collectivité, de rendre les informations beaucoup plus lisibles, rendre les informations beaucoup plus faciles pour les chefs d'entreprise, puisque, et derrière, parce que nous savons, derrière, il y a quand même des engagements, il y a des enjeux et des engagements financiers qu'il faut absolument trouver. Donc, c'est livrable. On va essayer de travailler le plus rapidement possible dessus. Et puis la partie particulier, la partie construction nouvelle ou rénovation de l'habitation, il faudrait qu'on puisse également trouver un moyen de sortir des éléments le plus rapidement possible. Et puis peut-être aussi que la collectivité communique plus. C'est prévu. C'est prévu. Mais je voulais juste rajouter, c'est vrai que nous sommes, le sujet aujourd'hui concerne les établissements recevant le public, mais je veux aussi alerter sur le fait que les maisons individuelles, si ce n'est pas l'habitation principale, les règles d'accessibilité sont aussi imposables à ce type de construction, opposables à ce type de construction, et que notre code de l'urbanisme, justement, je tiens à rassurer que nous avons un article du code de l'urbanisme qui nous permet, si quelqu'un se retrouve dans une situation de handicap, de pouvoir déroger aux règles du document d'application, enfin aux règles de fond, c'est-à-dire le plan d'occupation des sols sur l'île, pour permettre justement de pouvoir soit assouplir si c'est quelqu'un qui avait un bâtiment où il faut dorénavant pour les soins quotidiens avoir une pièce supplémentaire, même si un élément du plan d'occupation des sols, le projet ne correspond pas, nous pouvons déroger. Donc voilà, c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur et que nous continuons à étudier. Voilà. Mais... Donc, j'ai une question. Vous n'avez peut-être pas de questions, mais moi, j'ai plein de questions. Quelqu'un qui a un logement et qui va recevoir du public, d'accord, qui va mettre en location, par exemple. Donc, c'est en nom propre le logement.
Ça se passe comment? On voit ça, il y a plein de personnes aujourd'hui qui utilisent Airbnb et qui l'utilisent en nom propre, pas en société. Donc, est-ce qu'un établissement qui reçoit du public, qui n'est pas une personne morale? Alors, concernant, alors, la question m'a été posée cette semaine par rapport à Airbnb. Hein. Je sais pas si, voilà. Au niveau de l'urbanisme, nous n'avons pas d'autorisation particulière à délivrer puisqu'on n'est pas sur le cadre il n'y a pas de changement de destination. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilise son habitat juste temporairement. Parfois, ça peut être 2-3 mois. Donc, il n'y a pas de changement de destination. Par contre, je pense que ce qu'il faut surtout chercher à savoir, c'est au niveau de l'assurance. Si cette activité, voilà, est déclarée en tant que telle. Par contre, au niveau des autorisations d'urbanisme, il n'y a pas une autorisation d'urbanisme à avoir, puisque si on fait un changement de destination, ce sera quelque chose de permanent. Or, ce n'est pas le cas. D'accord. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, comme on est sur les constructions, il faut prendre le micro, madame. Oui, comme nous sommes sur les constructions, il y a un groupe en Guadeloupe qui veulent venir. Et je ne peux pas les conseiller parce que c'est pour une colonie vacances. Et sur Saint-Martin, il n'y a pas de bâtiment aux normes pour recevoir le public pour les activités avec les enfants. Alors, je ne sais pas, parce que comme tout n'est pas encore bien remis, la dame, elle m'expliquait pour un rapport avec la CAF et les associations en Guadeloupe, comment je peux l'orienter. Parce qu'elle voulait le plan de l'occupation de l'emplacement et si le bâtiment public est apte pour pouvoir recevoir les enfants. D'accord. Donc, il faut que cette personne se rapproche de nos services. Elle peut nous contacter par mail à l'adresse suivante, service.urbanisme@com-saint.fr. Voilà, et il faut nous donner, alors s'il y a le nom du bâtiment au niveau, le nom du bâtiment concerné, mais surtout, il nous faut le numéro de parcelle, puisque la recherche, justement, pour sortir la carte d'identité de cette parcelle, on ne donnera pas le nom du propriétaire de la parcelle. Par contre, nous donnerons juste la situation de la parcelle au vu du plan d'occupation des sols et surtout du plan de prévention des risques naturels, PPRN. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais mettre juste les pieds dans le plat avant qu'on parte. J'ai un superbe... maintenant que je sais que ça va me demander trop d'argent d'aller sur la rue du Général de Gaulle, donc je vais me mettre à Grand-Case. D'accord? Je ferme. Et là, par rapport au PPRN, comment je fais maintenant? Comment est-ce que j'arrive à coupler les exigences du PPRN avec l'accessibilité? Alors, pour un restaurant ou pour un hôtel? Là, maintenant, je vais partir à l'hôtel, puisque... Ah, d'accord. Bon, admettons un restaurant. Mais même pour un hôtel. Exactement, oui, implanter le projet. D'accord. Pour vérifier quel est le risque dans cette Je suis en zone orange. Oui, mais il y a des zones du territoire que la collectivité et la préfecture ont considérées comme des zones d'intérêt économique. Orange. Donc, voilà, avec des préconisations différentes. Voilà. Donc, la construction d'un hôtel sera possible, hein, puisqu'en zone orange, on peut avoir un lieu avec des lieux de soleil, de sommeil, mais sous condition, et c'est là que ça m'alerte, parce qu'en fait, les conditions, il faut que les lieux de sommeil soient au-dessus de la cote de référence. D'accord, donc il faudra prévoir à installer un monte-personne. Un mot de charge, voilà. Voilà, parce que il faut coupler les deux raisons. Voilà. Un ascenseur en bord de mer. C'est ça. Avec le sel. Et avec le problème sismique. Ah donc, là, de toute façon, là, tout le monde est focalisé sur les ouragans. Mais la terre tremble. Oui, la terre tremble. Donc et la préfecture ne prévient pas.
Non, mais attention. Ce que je veux dire, c'est que automatiquement, je veux bien en théorie, on met un monte charge, mais sur le devant de la mer, avec justement l'air salin, le risque sismique. Après, techniquement, on sait faire. Techniquement, on sait faire, mais ça peut devenir dangereux. Oui. Voilà. Donc, en fait, on a des challenges à Saint-Martin. Je crois qu'on a des challenges partout. Je pense que toutes les îles ont des challenges partout, au Bermudes. Alors justement, toutes les îles, on en parlait l'autre jour. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, et je crois que sur le principe, la collectivité serait d'accord, qu'on puisse pas se détacher des règles qui ont été validées telles qu'elles ont été validées, mais ces règles d'accessibilité, qu'elles tiennent compte du risque sismique, des facteurs climatiques, enfin des particularités des Antilles qui ne sont pas toujours prises en compte au niveau de la métropole. Donc je pense qu'il faudrait qu'on arrive à travailler aussi ces règles-là. C'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire, alors on parle en général au niveau de l'accessibilité. Accessibilité, ben donc je disais précédemment que c'était quand je parle d'adoucissement des règles. Donc alors ça peut être adoucissement ou simplement personnalisation des règles à la région dans laquelle on est. Ben, c'est une forme d'adoucissement. Assouplissement. C'est la prise en compte. Voilà, il faut absolument. Ouais. Et dans ces cas-là, on va tous travailler ensemble là-dessus. Oui, bien sûr. Ok. Comment fonctionne la Martinique, la Guadeloupe par rapport. Alors justement, est-ce qu'en Guadeloupe, il y a la prise en compte des facteurs climatiques et sismiques À mon niveau, je ne peux pas tellement vous répondre puisque ce sont des notions extrêmement techniques. Il faudrait plutôt se rapprocher de bureaux d'études et d'architectes, de l'ordre des architectes. La réponse est non. Ah, ben voilà. Et si on était les précurseurs En Guadeloupe, s'appliquent les règles nationales sur ce sujet, ce qui n'est pas notre cas ici. Je vous donne un exemple, la réglementation thermique a été applicable en Guadeloupe avec une réforme. Donc il y a la RTG, la réglementation thermique Guadeloupe, la RTA ADOM, qui ne sont ni l'une ni l'autre applicables au territoire de Saint-Martin. Pourquoi ? Parce que la collectivité doit légiférer sur le sujet. Mais c'est justement une chance. Oui, mais Jeanne, du coup, c'est une chance. Je ne dis pas que c'est... Je ne porte pas de jugement, ce que je dis, c'est qu'en local, ayant cette compétence locale, on a cette capacité aussi de pouvoir l'adapter. Tout à fait. Voilà. Et la problématique est la même en matière d'accessibilité. Donc on ne va pas voir ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique. Voilà, exactement. On va être des précurseurs. À nous, à Saint-Martin, de créer à travailler ensemble de concert pour proposer quelque chose qui soit adapté au territoire. Oui, parfait. Prenez un micro. Et juste derrière vous. Merci. Du coup, là, on avait parlé d'ascenseurs. Il y en a combien, vous savez? On a essayé de les dénombrer. Je crois qu'il y en a 5. Moi, je crois qu'il y en a 5. En fonction, il y en avait 5, alors je ne sais pas, je crois que les 2 autres ne fonctionnent pas. Attends, ceci est dû au fait aussi qu'à Saint-Martin, le plan d'occupation des sols, les bâtiments ne sont pas à l'époque. Enfin, je parle en règle générale. Nous n'avons pas des zones, par exemple Concordia. Je pense qu'on peut les bâtiments, on peut aller jusqu'à, on est plafonné. Donc une zone plafonnée, il n'y a pas d'ascenseur. Par contre, il y a des administrations à Concordia qui reçoit énormément de public, qui n'a pas d'accès, qui n'a pas de. Alors on est sur un bâtiment. Où je suis obligée de prendre l'escalier. Alors on est sur un bâtiment qui a été construit en quelle année aussi ça je sais pas. Bâtiment qui reçoit du public. Parce que si la CGSS pour pas la citer, voilà. Je monte à l'URSSAF. Ça c'est des vieux bâtiments. Voilà, enfin, oui. Alors la solution pour le bâtiment cité, ça aurait été par exemple de pouvoir se dire qu'ils ont un guichet accessible ou se mettre à disposition de l'administré concerné. Voilà. C'est une forme de dérogation. Voilà, ça fait partie des options qu'a toute personne qui reçoit du public dans son établissement, c'est de proposer une solution alternative. Un local, mais j'écris énormément depuis des années, puisqu'on me renvoie vers la Guadeloupe, puisque la CGSS, j'ai écrit aux différents directeurs en leur expliquant la situation, puisqu'à Saint-Martin, on m'a dit non, c'est pas nous, il faut voir notre direction, il faut voir. Alors que le bâtiment est à Saint-Martin. Alors vers qui se diriger dans ces cas-là?
Je parle peut-être c'est plus au niveau juridique. Oui, là, je pense qu'il faut se rapprocher carrément de la CGSS. Moi, j'ai vu à CGSS, le bâtiment, le dernier bâtiment qu'ils ont construit, là, c'est celui qui est à Concordia. Oui. Mais il y a une rampe, une rampe d'accès. Il n'y a pas d'ascenseur, c'est vrai. Mais il y a une rampe d'accès pour... Oui, mais pour monter à l'URSSAF. À la partie chef d'entreprise, la partie entreprise, oui, il n'y a pas de... Mais ils ne se déplacent pas? Non, il ne se déplace pas, puisque moi, je me déplace pour les personnes en situation de handicap. Normalement, je me déplace et moi-même... Non, ça fait des années que j'essaie de leur expliquer la situation et on me dit non, on n'a pas possibilité de recevoir le public au rez-de-chaussée. Mais non, en fait, à partir de ce moment-là... C'est une question de bureau, d'organisation, je pense. Nous, on va faire un courrier par rapport à... Au nom de... Vous êtes chef d'entreprise dans cette situation, puisque à ce moment, nous, on peut intervenir, puisque si c'est de la partie... Je sais que la partie particulière, elle est au rez-de-chaussée, avec des rampes. Mais maintenant, la partie chef d'entreprise, elle est à l'étage. Et là, c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas d'accessibilité. Mais mon association, c'est moi qui est pour les personnes qui me déplacent pour faire leur démarche administrative, puisque soit ils sont avec les 2 béquilles, soit ils ne peuvent pas, mais ils ont des employés, ils sont en situation de handicap. Que moi, je travaille, ça ne m'empêche pas de travailler. Et je veux dire, les bénévoles qui travaillent avec moi ne sont pas habilités forcément à traiter les dossiers. C'est moi qui monte à l'étage. D'accord. Je pense que moi, je peux attirer leur attention. À CCISM, on va faire un courrier et on va attirer leur attention sur cette disparité-là. Il faut absolument. Je voulais juste souligner. Ils ont bloqué la porte dernièrement maintenant. Ils ont mis du béton. Alors, il y a une seule entrée. OK. Il y a une modification de façade? Oui. C'est pas tout de suite. Mais je pourrais aussi vous donner toute la liste de tous les établissements que j'ai répertoriés, les cabinets d'avocats, les cabinets médicaux, les kinés qui sont à l'étage, où il n'y a pas d'ascenseur, où il n'y a pas de... l'escalier sont en colimaçon. J'ai toute une liste de tous les... quand même une chose, c'est que malheureusement, on est encore en post-Irma. Oui. Il y a encore beaucoup de bâtiments qui sont en train d'être réparés. Ça n'allait pas forcément très très bien avant. Je travaille sur le sujet depuis pire. Avant bien Irma. Donc il faut aussi du temps et c'est difficile pour une entreprise de trouver un autre local. Et il y a également... Donc, il y a quand même, moi j'attire l'attention, puisque là il faut absolument qu'on arrive à trouver le juste milieu. Aujourd'hui, les commerçants ne trouvent pas de locaux parce que les locaux sont pris par des personnes qui reçoivent très peu de public. Je parle des agences immobilières, je parle des avocats, etc., qui sont au rez-de-chaussée. Maintenant, que reste-t-il pour les commerçants? Ça, c'est une difficulté. C'est une question qu'on m'a fait remonter à plusieurs reprises. Mais et c'est vrai, puisque la loi oblige les personnes à l'étage d'être accessibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent. C'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir des locaux en rez-de-chaussée. Comme ça, au moins, ils sont aux normes rapidement. Au lieu d'avoir à mettre des ascenseurs, puisque vous avez répertorié, etc. Mais il faut dire que... après, moi, j'ai le souci... nous sommes obligés de créer aujourd'hui une banque de données pour des commerces à Marigot, parce que les commerçants eux-mêmes ne trouvent plus. Donc, je vais quand même pas mettre un magasin de vêtements à l'étage non plus. Nous sommes sur une petite île, tout est concentré, tout est difficile, et il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu. Je voulais juste souligner que même dans le cadre d'une construction nouvelle, par exemple, je prends l'exemple d'un restaurant, puisqu'il y a une évolution au niveau du plan d'occupation des sols qui permet, dans certaines zones, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des rooftops, avec une toiture en projection horizontale sur 100%. Voilà. C'est pas parce qu'il y aura, donc dans ces cas-là, l'établissement, par exemple, il y aura un bar en bas, et il y aura la possibilité de recevoir le public à l'étage. Mais il faut savoir qu'on ne va pas systématiquement demander un ascenseur ou un monte-charge. Pourquoi? Puisque si ce gestionnaire arrive à nous apporter la preuve que le service rendu à l'étage, il est aussi rendu au rez-de-chaussée, dans ces cas-là, l'ascenseur ou le monte-charge n'est pas obligatoire. Oui, mais admettons, j'ai envie d'avoir la même vue qu'une personne...
dite normale. Je comprends. Je veux avoir la vue sur mer et dîner à l'étage. Je comprends, Et, mais là, on parle en termes de service rendu. Oui, peut-être. Voilà. Mais... Je comprends. Non, je vous comprends parfaitement. Alors, on rebondit sur ce que Maître Calonne disait, c'est qu'il y a des établissements qui vont en faire leur valeur ajoutée et qui vont avoir une sorte de label pour attirer des gens comme vous qui veulent avoir quelque chose de particulier qu'on leur offre, un service qu'on leur offre. Soit identique à... Voilà, mais donc du coup, ils vont cibler une clientèle particulière et qui va leur apporter une valeur ajoutée. Voilà. Et donc le produit sera peut-être plus cher. Bien sûr. Pas forcément, puisque s'il est plus cher, non. Exactement. D'accord. Il y aura un élargissement de la clientèle, c'est-à-dire au lieu de s'adresser à 10 personnes qui n'ont pas de difficultés, on va élargir à 15 autres personnes qui auront des difficultés. Donc au global, il y aura 35 personnes, l'offre pourrait être même moindre parce qu'il y aura une plus grande clientèle. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, alors on parlait des professions libérales et donc vous voyez qu'il y a une forme de dichotomie où les professions libérales, enfin de mon temps, elles devaient être en étage, maintenant effectivement elles vont essayer d'être en rez-de-chaussée. En tout cas, je n'irai pas chez mon avocat s'il est au rez-de-chaussée. Ah, ça c'est sûr. Et pour des problèmes de confidentialité. Oui, moi j'ai Attends, excuse-moi, je t'interromps parce que non mais je suis en tant qu'avocat extrêmement susceptible à ce niveau-là. Et pourquoi ? Parce que l'avocat dans son obligation professionnelle de réception, il reçoit du public, donc il est assujetti aux mêmes règles qu'un commerçant. Aujourd'hui, notre obligation de répondre au public, c'est non seulement de le recevoir, mais aussi d'être capable de le recevoir tel qu'il est. C'est-à-dire que si lui, il est en situation de handicap, ce n'est pas à lui de s'adapter à notre manière de travailler, mais c'est à nous de nous adapter à l'offre que nous pouvons lui offrir. Elisabeth, j'allais rebondir, mais là j'ai vu, c'est parti. Donc en fait, on avait des obligations d'être en étage et je comprends aussi l'argument de la présidente qui est de dire, puis d'un autre côté, en bas, c'est des commerces. Alors, je vous le dis sincèrement, notre bâtonnier actuel est tout à fait sensibilisé à cette question et on est simplement en recherche de solutions et en recherche notamment de locaux. D'accord, qui pourraient permettre de faciliter la tâche, notamment à des gens qui ont besoin d'être en rez-de-chaussée. Alors, le problème, vous le savez comme moi, à Saint-Martin, il n'y a pas beaucoup de locaux. Non. D'accord. Et on va se heurter au problème du bail commercial ou en tout cas du local réservé aux commerçants. Alors, sachez que notre bâtonnier est sensibilisé à ce problème-là. Nous cherchons des solutions, effectivement, parce que d'un côté, comme vous le soulignez, beaucoup d'avocats sont en étage et les bâtiments ne sont pas forcément encore accessibles, ou en tout cas, on est encore dans l'agenda de l'accessibilité, mais c'est une des choses qui est en marche actuellement. Et pour les autres paramédicaux, kinés et autres, eux aussi, dans le cadre professionnel, ils font des efforts pour essayer pas seulement de trouver des locaux, mais d'harmoniser, c'est-à-dire de pouvoir mutualiser les lieux pour vous permettre d'avoir l'accès. Il va falloir donc trouver une mutualisation. En fait, c'est l'intégralité des professions. Mais vous voyez que du coup, les professions sont sensibilisées sur le sujet et essayent de trouver des solutions. Maintenant, comme vous disiez, Madame Salomé, c'est pas évident en 5 minutes. On essaye de Du coup, je renvoie la balle à la collectivité. Est-ce qu'il y a un projet de construction j'allais dire un centre qui regroupe tous les avocats ou qui regroupe tous les kinés. C'est pas de leur responsabilité. C'est pas de leur responsabilité. C'est par corps de métier. Hein. Non. Ouais. C'est pas notre responsabilité. Il appartient à chacun de procéder au dépôt de son autorisation d'urbanisme. Ouais. Non mais là c'est des solutions et ce que je disais tout à l'heure, par branche d'activité. Il faut vraiment et la CCISM essaye depuis 2 ans de faire comprendre à chaque activité qu'il faut se regrouper en branches d'activité pour résoudre des problèmes communs à chaque branche d'activité. Voilà. Un peu comme ils ont fait à Grand Case. Je sais pas, prenez un peu comme ils ont fait à Grand Case, là où il y a un ascenseur justement. Ça, voilà. Il y a quand même plusieurs. Oui, mais vous voyez que donc c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet où les acteurs économiques essayent de le prendre en considération. Maintenant, ça peut pas se faire en 5 minutes. On est post-IRMA, on a des problèmes de construction qu'on évoquait tout à l'heure, on a des problèmes de disponibilité des locaux. Voilà. Mais c'est un problème qui est sur la table et dont on discute. Voilà. D'autres questions ? Oui, monsieur. Merci.
Ce que j'ai à dire, mais une question principalement aux personnes responsables de la collectivité. Et quand j'ai une passe, je dois me rendre chez moi et on met 2 voitures côte à côte dans les passes qui m'empêchent l'accès de pénétrer chez moi. Je me demande que dois-je faire parce qu'il y a une vieille voiture depuis avant IMA, ça a resté stationné là, et l'autre, c'est une voiture qui est en circulation. Mais on a toujours l'habitude de les mettre côte à côte pour m'empêcher de pénétrer chez moi. Je me demande quel conseil. Je pense que ça sort là, ça sort de la compétence de Madame Placidou. Elle ne peut pas vous décrire voilà. Un service urbanisme comme... Oui, d'abord, un problème civil. Là, c'est la police municipale qu'il faudrait appeler. Voilà. C'est eux qui vont... territorial. Oui, territorial. C'est la police territoriale. Bien, merci pour le conseil. Merci. Monsieur, il faut parler dans le micro, monsieur. Sur l'accessibilité logement privé, sur du logement neuf, on parlait au niveau, donc l'accessibilité au niveau PMR. Est-ce que 100% des logements doivent être accessibles? Est-ce que tous les niveaux doivent être accessibles? Parce que si c'est pas 100%, on change les dimensions des portes palières, on change la signalétique au point de vue des parties communes. Est-ce que 100% des logements doivent être accessibles au PMR? Dans le cas de... Logement privé, d'une construction. Hein. Par exemple, d'une copropriété? D'une copropriété, on construit un bâtiment, 30 logements sur un R+3 ou R+2. Est-ce que tous les logements doivent être PMR? Ou alors, par rapport à ce qu'on disait là, est-ce que le contexte saint-martinois et l'assouplissement de certaines lois, on y déroge ou pas? Non. 100%, il n'y a pas de dérogation dessus. Et d'ailleurs, la commission de sécurité va justement commencer à travailler sur le sujet, puisqu'en fait, en fin d'année, il faudra qu'on ait à chaque fois, en fonction des dossiers déposés, en fait, un état des lieux sur le nombre de logements accessibles. Donc, ce sera 100%. Du moment où vous déposez une demande d'autorisation pour un bâtiment et que ce n'est pas l'habitation principale, ce bâtiment doit être aux normes. Là, je vous avoue qu'il y a une véritable difficulté avec le PPRN puisqu'on a 2 réglementations qui s'affrontent, qui sont complètement opposées. Voilà. Donc là encore, étant compétent en construction et habitation, je pense qu'on va aussi travailler avec l'association des architectes de Saint-Martin pour pouvoir adapté, voilà. Dans le cas d'une... Je peux me permettre, oui, sur par rapport, pour répondre à monsieur, sur un parc de construction de, je ne sais pas combien de logements il y aura. Je sais qu'il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage obligatoire. Par exemple, je prends le cas des HLM où il y a une. Je sais pas, je connais pas le montant, le nombre du pourcentage, mais monsieur parlait de 100% de logements accessibles. Alors, j'arrive pas à trop distinguer. Vous parlez sur des constructions existantes ou sur des constructions nouvelles? Futures constructions. Admettons sur 30 logements, je sais qu'il doit y avoir à peu près 10 logements obligatoires. Donc, on ne parle pas d'une construction d'une maison individuelle, mais on parle d'un bâtiment. D'un bâtiment. Donc, un bâtiment, oui. On parle d'un bâtiment. Oui. D'accord. Il y a un certain nombre, c'est peut-être pas 100%, mais il y aura un certain nombre qui vont devoir se retrouver en fonction du type. Voilà. Par contre, sur des maisons individuelles, si vous déposez un dossier, cette maison devra être... voilà. Mais si vous faites un exemple, à côté de l'hôpital, c'est Résidence Canel. Oui, voilà. Canel. Résidence Canel, mais l'ensemble... non, c'est pas un bon exemple que je vous ai donné. Désolée. Non, attends. Voilà, mais ce que je veux vous dire, c'est que chaque demande d'autorisation d'urbanisme pour une demande de construction d'une maison individuelle, cette maison devra respecter. Donc, si vous avez 3 chambres, normalement, il y a une qui doit se... Pardon ? Un exemple. Si vous avez 3 chambres, il y a une qui doit se retrouver. Mais lui, ce qu'il posait comme question, c'est la construction de 30 logements. Voilà, il y a un pourcentage, effectivement. C'est pas. Donc, est-ce que chaque logement doit être aux normes? Dans 30 logements, il y a des appartements, des T2, des T3, des T4. Donc, chaque logement va être mis à la vente. Donc, chaque logement, moi, si je comprends bien
c'est un immeuble, un bâtiment. Donc, à mon sens, chaque logement devrait avoir au moins une chambre ou au moins un espace. Enfin, chaque logement devrait être aux normes et pas un certain nombre. Oui, si on se réfère à la réglementation, maintenant, qui est en vigueur actuellement, chaque logement doit être accessible par le biais, par exemple, ils vont peut-être pas se retrouver tous au rez-de-chaussée, d'accord? Mais par contre, il y aura forcément dorénavant un ascenseur, ce qui n'était pas obligatoire avant. Il y aura un ascenseur. Il faudra que... L'ascenseur est obligatoire à partir de R+3. Avant, s'il y a un R+2, il n'y a pas besoin d'ascenseur. Oui, mais si vous avez... si la réglementation vous dit que tous les logements doivent être accessibles, d'accord? Donc forcément, dès le premier niveau... Il y a une distinction à faire entre les logements qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et les logements qui sont adaptables pour devenir accessibles. Ça veut dire que l'exigence pour un appartement ne va pas forcément être qu'il soit complètement aménagé pour recevoir une personne à mobilité réduite, mais que moyennant des travaux mineurs, c'est-à-dire on abat une cloison, le WC se retrouve dans la pièce d'eau, permettant le retournement par exemple d'un fauteuil, des choses comme ça, des adaptations mineures soient faites au logement et permettent qu'il devienne accessible. Ça, c'est accepté. Donc ça fait partie de la partie des aménagements qui sont faits dans la réglementation. Mais dans le cas, par exemple, d'une maison, parce qu'on parlait d'individuel, dans le cas d'une maison individuelle, une chambre... Dans le cas d'une maison individuelle, le législateur n'exige pas qu'une chambre soit PMR. Oui. Il exige qu'il y ait une unité de vie qui soit accessible. Ça veut dire qu'on peut imaginer que le salon soit aménageable pour recevoir un lit ou un canapé-lit et devienne accessible à partir du moment où la partie cuisine est accessible et qu'une salle d'eau soit accessible. D'accord. Okay. C'est pas forcément une chambre à part au rez-de-chaussée, c'est une unité de vie. Okay. Voilà. Parfait. C'est de dire qu'une personne peut devenir handicapée à un moment donné pour une durée restreinte ou une durée longue et que du coup son logement soit adaptable, on va dire. Donc je pense qu'on a répondu moi personnellement on a répondu à toutes mes questions et les questions que j'ai eues, je vous assure que lorsque nous avons fait de la publicité sur cette conférence, j'ai eu pas mal de petits WhatsApp me posant moi des questions pour que je puisse vous poser. Après, il y a des situations personnelles aussi qui font qu'on a été dans une situation dont on se retrouve à poser les questions. Maintenant, je pense que on a une vision un peu globale des choses. Si vous avez d'autres questions, on continue. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben on terminera puisque nous étions fixés jusqu'à midi. Alors oui, ça marche. Oui, c'est bien compliqué tout ça. Moi, j'aurais une question à vous poser. Les nouveaux édifices qui ont été construits pour la collectivité, par exemple, pour la préfecture, est-ce qu'ils sont aux normes? Si moi, j'ai une chaise roulante et que je vais aller voir Monsieur Plaisir au premier étage, est-ce que je peux avoir accès? Je vous réponds que non. Est-ce que la totalité des locaux sont publics? Moi, je vous pose la question. C'est en fonction si vous ne pouvez pas dire que le bâtiment n'est pas aux normes, est-ce que la totalité du... Moi, je vous dis, il est vraisemblable que la totalité des locaux ne soit pas accessible au public, seulement une partie dédiée. Donc en fait, Monsieur Plaisir doit descendre te rencontrer. Okay. Voilà, donc en fait, c'est important de le souligner, ça, effectivement, que sur certains bâtiments publics, on peut accepter que les étages ne soient pas accessibles au public, et dans ce cas-là, ils n'ont pas à être aux normes, mais au moins que le rez-de-chaussée le soit. Ce qui est le cas de la cité administrative, par exemple. Nous sommes à la cité administrative, nous sommes en R+1. Les personnes qui sont, les collaborateurs qui sont à l'étage ne sont pas amenés à recevoir le public. Donc, si un prestataire en situation de handicap doit se rendre dans le bâtiment, à ce moment, ce collaborateur devra descendre. Nous avons une salle dédiée qui est commune à tous. Et nous sommes à même de pouvoir en recevoir. Voilà. Merci pour la distinction parce que je sais que maintenant à la CCI, je ne suis pas obligée de mettre un ascenseur. Tout dépend des activités à l'étage. Il y a des bureaux maintenant. Voilà. Le code du travail applicable ici, c'est le même qu'au métropole? Oui, madame. Le code du travail aussi. Oui, madame. Oui. Nous, alors là, par contre, c'est pas la collectivité là. Il faut avoir un employé qui est en situation de handicap. Oui. Aussi, il faut
Tout à fait. On en avait parlé, effectivement. Alors, oui, au niveau des ERP, ils ont distingué au niveau de l'accueil public, mais on entend par public aussi une partie des salariés. Hein, c'est ce dont on a discuté. En fonction, si on reçoit des salariés, on peut être amené justement à devoir mettre aux normes d'accessibilité. On en parlait pour les logements, c'est pareil pour les entreprises, quelles qu'elles soient. Et effectivement, vous avez raison, il y a des obligations de prise en compte des personnes qui peuvent subir des handicaps dans le droit du travail. Et à ce titre-là, oui. Adaptation du poste de travail. Et des salariés qui sont en RQTH, en reconnaissance. Tout à fait, c'est ça. Et donc là, il y a l'adaptation du poste de travail. Tout à fait. Petite question. Concernant le nouveau tribunal, puisque je sais qu'il n'y a pas de... il est accessible. Pardon ? Il est accessible. À tous ? Oui, la nouvelle salle d'audience est accessible. La nouvelle salle, voilà. L'ancienne, non. D'accord. L'ancienne, oui, non. C'est pour ça qu'elle a été mais elle créée. est assez restreinte au niveau des audiences. D'accord. Mais la nouvelle, effectivement... Elle est accessible. C'est pour ça, justement. OK. Parce qu'il n'y avait pas d'accès possible dans la première. D'accord. Il y a toujours des améliorations à faire. Oui, je sais. Effectivement, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Puisque là, on va dépasser les temps. Excusez-moi, est-ce qu'on a une date sur les commissions? Est-ce qu'il y a un planning? Les commissions d'accessibilité. Oui, parce que vous parliez tout à l'heure des textes à voter ou choses comme ça. Alors, vous parlez du conseil territorial alors? Oui. C'est au conseil territorial, parce que je pensais que Pour vous parliez de la commission d'accessibilité. C'est pas la même chose. D'accord. D'accord. Donc le conseil territorial se réunit en général une fois par mois. Voilà. Et le conseil exécutif se réunit tous les mercredis. Et accessible au public? Non, le conseil exécutif est à huis clos. Ouais. Et le conseil territorial, par contre, il est ouvert accessible à tous. au public, sans intervention. Sauf sur certains sujets où le président, à la discrétion du président, il peut décider. Voilà. Et les conseils territoriaux sont retransmis en direct sur tous les réseaux sociaux. Oui, moi je voulais faire une suggestion pour tout le monde, de mettre une XXM Club Info, parce que sur Saint-Martin, les infos, ça a du mal à passer. Et je pense, Madame la Présidente de la CCI, ce serait très bien, parce que les gens disent, mais pourquoi aller dans une réunion? Ça ne nous concerne pas. De quoi encore ils parlent? Je dis, c'est important de venir, parce qu'il y a des choses que peut-être, c'est pas directement, ça me concerne, mais la voisine ou la communauté. Mais madame, c'est justement pour ça que la CCISM organise des conférences débats, et c'est justement pour ça que derrière vous, vous avez tous les gens de YoTV, pour justement diffuser un maximum l'information. On s'est aperçu qu'il faut transmettre l'information, et vous avez raison, c'est difficile d'arriver à capter l'attention des gens, et c'est le moyen qu'on a trouvé par les réseaux sociaux, par la télévision, de transmettre l'information sur des sujets déterminés. Voilà. Merci madame. Et il faut savoir, là, moi je tape un peu sur tout le monde, souvent l'information, elle n'arrive pas à nous. C'est à nous aussi d'aller chercher l'information. Et c'est ce que moi je reproche beaucoup ici, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas chercher l'information et ils nous disent qu'il ne se passe rien. De notre côté, nous on a quand même du personnel qui fait beaucoup de communication et qui fait son maximum pour faire transmettre. Vous êtes là, vous êtes la preuve que vous avez été chercher l'information ou que l'information vous est arrivée par des moyens, réseaux sociaux, etc. Mais vous avez été sensibilisé sur le sujet et vous êtes là. D'autres personnes, je comprends, post-Irma, tout le monde est dans la tête dans le cambouis, tout le monde est en train de bosser et que c'est difficile d'avoir accès et d'avoir. Mais on peut créer un club, mais toujours est-il que ce club, il faut que les gens cliquent dessus pour pouvoir avoir les informations. Vont-ils le faire? Donc c'est ça aussi, donc la raison pour laquelle la CCI a un site internet, beaucoup des informations sont publiées. Tout ce qui concerne la CCI, nous avons un site internet, nous avons tous les réseaux sociaux. Allez sur notre site ccism.com, visitez-nous, notre Facebook, notre Instagram, on a même Twitter. Je vous assure que c'est pas moi, mais les informations sont collectées, tout est mis en œuvre pour que nous puissions avoir une transparence
transparence dans les communications et vous amener le maximum de conférences débats. Donc, restez connected, stay connected. Nous sommes à votre écoute et on va continuer les conférences débats. Nous les faisons sous forme de Bochti Networking. Saint-Martin, c'est Bochti. Donc, nous faisons sous forme de Bochti Networking. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, mais d'habitude, il y en a quand c'est à la CCI. Donc, mais abonnez-vous des émissions radio. Abonnez-vous sur notre page et vous allez avoir toutes les informations possibles. Merci beaucoup. Merci de votre présence.